Alors bonjour, je suis Louise à l'émission Ubuntu ou rien. Je vous présente Junette qui va nous parler de Ubuntu euh, et, euh, et nous donner la petite explication, son explication à lui de ce qu'est Ubuntu. Moi, je vous avais déjà expliqué dans ma toute première émission que Ubuntu, c'est un mot africain qui veut dire, juste en quelques mots, je suis parce que nous sommes. Parfois, je dis je suis parce que nous sommes tous. Alors, Dunette, qui connaît déjà cette philosophie, je crois qu'on peut appeler ça une philosophie, euh, qui est allée rencontrer Michael Tellinger, dont je vous ai déjà parlé, et a déjà commencé à mettre des trucs en place. Alors, pour toi, Dunette, euh, ça veut dire quoi, Ubuntu? Alors déjà, la première croyance qu'il y a vis-à-vis d'Ubuntu, c'est qu'on associe souvent ça au système d'exploitation Linux. On confond souvent, mais Ubuntu, ah, je connais, c'est le truc logiciel informatique. Et alors, oui, on va dire oui, mais en fait, c'est le logiciel informatique est inspiré de la philosophie. Le logiciel informatique est en open partage, en open source, libre de partage, parce que le fondateur a estimé que l'information devrait être accessible à tout le monde et partagée avec tout le monde. Et il a trouvé le mot le plus adapté pour ça, la philosophie Ubuntu. Et comme tu l'as bien décrit, c'est je suis parce que nous sommes. Et j'aime bien aussi mettre une deuxième phrase avec ça là, c'est l'unité dans la communauté. Ça permet vraiment de renforcer encore cette image de, en fait, c'est une philosophie de on est un. On est un. Et je dis souvent en mode, même si vous n'êtes pas d'accord qu'on est un, vous prenez la planète Terre, vous dézoomez, vous dézoomez, vous dézoomez. Imaginez une vague solaire qui arrive sur la planète Terre, on est tous dans la même merde. Donc déjà, ça nous rend uniques dans la même merde. Donc c'est ce qui fait qu'on est tous un déjà sur cette planète Terre et qu'il faudrait peut-être commencer à envisager les choses en se disant, bon, en fait, il n'y a pas de eux ou nous, il y a juste du nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et Ubuntu, c'est on trouve l'esprit de communauté, l'esprit d'unité. Et en gardant cet esprit-là, on va trouver des solutions pour nous tous. Parce que je suis ce que nous sommes. Donc, si c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour moi. Si c'est bien pour moi, c'est bien pour tout le monde. Donc, en fait, si on développe notre société autour de cette philosophie-là et non pas autour de la profitabilité qui est actuellement l'objectif de notre société, ça va donner d'autres inventions. Aujourd'hui, il y a plein de projets d'innovation, d'invention qui ne verront pas le jour parce que ce n'est pas rentable. Alors que si on s'en foutait de la rentabilité, qu'on le faisait parce que c'est intéressant pour l'humanité, ben, on le ferait. Enfin, pourquoi on ne crée pas d'ordinateur à diamant? Parce que le diamant, c'est un des composants les plus importants. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce que ce n'est pas rentable. Mais si on fait ça à chaque être humain du monde, on n'a plus besoin de refabriquer d'ordinateur derrière. Et en fait, ça crée des conséquences énormes. Mais là, vite, je m'emballe dans un autre sujet. Mais en bref, c'est une philosophie. C'est une philosophie avec une vision d'unité dans le monde, vraiment d'unité. Donc, qui dit unité, bah, dit paix, dit prospérité, dit abondance, dit harmonie. On a tous ces mots qui vont avec. Et si on arrive à garder cet état d'esprit, cette philosophie, et qu'on travaille avec cette philosophie, on va développer des solutions qui vont en dégager et qui existent déjà, en fait, qui vont vite nous amener quelque part. Eh Je sais ben, pas ma question. j'ai envie de te poser deux questions. C'était pas prévu, mais avec ce que tu dis, c'est tellement riche. D'abord, ta vision. Lorsque tu parles de communauté, moi, je t'avoue que dans les années 70, avec mes trois enfants et mon mari, on était allés habiter dans une communauté. Mais attends, dans les années 70, communauté, ça voulait dire presque une communauté fermée. On était autonome, c'était vraiment très bien et tout. Sauf qu'il y avait quand même une séparation. Et Oui, dès que toi, tu as dit le mot communauté, eh ben, c'est pas du tout la même image parce que je voyais une communauté, mais une communauté qui est véritablement, mais cette magnifique image que tu nous projettes, c'est tous, vraiment, vraiment tous. Alors je vais, déjà, tu vois, depuis les 50 dernières années, c'est quand même un immense changement juste au niveau de ce mot, parce que c'est vrai que dans communauté, il y avait quand même une forme de séparation. Alors ça, déjà, c'est très, 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 très rassurant. Euh, et puis, tu as parlé également, ben écoute, continue à parler et puis je vais ça va me revenir, mais On confond souvent communauté avec communautarisme. Et il y a vraiment une subtilité très importante. Une communauté, c'est pas je suis avec mes potes avec qui je m'entends
et je me divise des autres. Non, ça, c'est du séparatisme, une fois de plus. C'est une fois de plus l'ego humain. En fait, l'ego, il est passé de je à nous, mais c'est toujours l'ego qui est là. Vous êtes plus seul, vous êtes plusieurs dans votre ego de dire, moi, j'accepte pas ce système, je continue comme ça. Mais ce système, il comprend 7 milliards et demi d'êtres humains. Comment tu peux te séparer de ces 7 milliards et demi d'êtres humains? Explique-moi, explique-moi. Et en plus, tu ne fais que jouer ce rôle, encore une fois de plus, de séparatisme. Donc, oui, ce sera un système de communauté, mais ce sera un système de communauté interdépendante et autonome. Autonome et interdépendante. C'est très important cette notion-là, parce qu'autonome en quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin des autres, ou on n'est pas lié, on n'est pas dépendant des autres. On arrive à être autonome pour pouvoir vivre, nous, avec notre autonomie, notre philosophie. Mais par contre, si on veut plus s'avancer, il y a des choses qu'il va falloir faire s'ouvrir, échanger et inter-échanger avec les gens. C'est pour ça qu'on parle d'intercommunauté qui va permettre de faire émerger des solutions. Parce qu'une communauté ne pourra pas tout fabriquer. Et une communauté, c'est pas reculer à l'âge de pierre. Il faut arrêter ces conneries. Moi, j'en ai marre de ces… Je suis désolé s'il y a des collapsologues qui entendent ça. Moi, j'en ai marre de cette connerie de vouloir retourner à l'âge de pierre. Il y a une étude scientifique qui dit qu'il faudrait qu'on divise par 10 notre confort de vie pour pouvoir sauver la planète. Mais quel confort de vie? Genre quel confort de vie? Dites-moi quel confort de vie on a, qu'est-ce qu'on va diviser par 10? C'est-à-dire que ce verre d'eau, je bois une gorgée avec boire le verre. Enfin, vous vous rendez, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire de diviser par 10 son confort de vie. Ce n'est pas le confort de vie qu'il faut diviser par 10. C'est améliorer le confort de vie par des technologies qui ne coûtent pas en termes de système écologique qui n'ont pas d'impact sur la nature. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas notre consommation de vie. Quand je vois que quand même il y a 80% de la population qui est pauvre, on va dire ce qui est, le pauvre, comment tu fais pour le rendre plus pauvre? Il n'a rien. Comment tu divises 0 par 10? Tu fais quoi? Donc en fait, ce n'est pas ça. On ne peut pas diviser par 10, ce n'est pas du tout réaliste. Oui. Des technologies qui vont permettre de récupérer l'eau dans l'atmosphère, qui vont permettre de créer des énergies propres, on va pouvoir le faire parce que ce n'est plus une question de rentabilité, c'est une question, il faut que ça sert à la population. Et à ce moment-là, on va pouvoir régler plein de problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je n'aime pas du tout la philosophie collapsologie. Alors qu'ils aient trouvé un terme pour dire que le système va s'écrouler, perdez pas votre temps, on le voit. Genre, il n'y a pas besoin, enfin, tout le monde voit que le système va s'écrouler. Genre, il n'y a pas besoin d'inventer un mot. En plus, sa connotation péjorative. Alors, j'entends, je comprends parfaitement. J'ai beaucoup d'amis qui sont collapsologues. Je vois leur inquiétude, etc. Et tout, mais c'est la manifestation de leur inquiétude qui retransmet de la peur. Non, ça va pas s'écrouler. Ce jour où tout va s'écrouler, ça n'existe pas. C'est de la manipulation hollywoodienne. Quand on regarde toute l'évolution de l'être humain, ça ne s'est jamais fait du jour au lendemain. Cette date de prophétie, d'attendre un jour où tout s'écroule, c'est un peu has-been. Enfin, on l'a vu en 2007. Combien de gens ont vu la journée où tout s'est écroulé? Personne. Par contre, tout le monde se souvient de 2001. Donc, pourtant, 2007 a eu beaucoup plus de ravages que 2001. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était une transition en 12 heures. C'était un enchaînement d'événements. Et comme on est tous préoccupés par notre vie, on n'est pas tous attentifs à ce qui se passe dans le monde entier et on ne voit pas ce qui se passe. Et cette transition, elle est en train de s'opérer. Les gens pensent que c'est la merde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Les médias, ils filment l'arbre qui tombe, ils enregistrent le son, ils en font un remix et le font diffuser partout. C'est exactement ce qui se passe. Alors que la forêt qui pousse, personne n'en parle. Personne n'en parle de la forêt qui pousse. On a à peu près déjà il y a 10 ans, il y avait 1 million d'associations qui prenaient des initiatives pour régler les problèmes de notre société. 1 million. C'était il y a 10 ans, en 2008, enfin même plus, 13 ans. Imaginez aujourd'hui le nombre d'associations. Et pour moi, mathématiquement et statistiquement, quand je regarde la courbe d'évolution du nombre d'entrepreneurs, du nombre d'associations, du nombre d'inventions, du nombre d'initiatives, et Internet, comment ça connecte ces choses-là entre eux, en fait, on est au point culminant de la société. On est là, ça se passe là, sous nos yeux. Au moment où je dis cette vidéo, il y a plein d'inventions. Vous imaginez même pas. J'ai une liste d'inventions, j'ai une liste d'entreprises dans mes contacts. Je m'amuse à mettre pour le fun des entreprises en contact entre elles pour dire, mais vous vous rendez pas compte qu'à vous deux, vous pouvez créer un truc génial. Et ça, c'est là. C'est là, ça existe. Ça existe même depuis des dizaines d'années, la plupart des solutions. Mais Internet, ça a cette force de nous mettre en connexion et que c'est inarrêtable ce qui est en train de se produire. Il y a un momentum qu'on ne peut plus arrêter. Le momentum est là. En fait, la question, c'est est-ce que vous décidez d'ouvrir les yeux ou vous prendre en pleine face au momentum? Parce que là, ce qu'on vous fait, c'est pas, on ne vous informe pas, on n'est pas en train de vous partager un monde utopique. On est en train de vous dire, c'est là, c'est en train d'arriver, les gars. Genre, venez,
plutôt que de prendre en plein fouet, parce que quand vous allez vous faire écraser par la vague du momentum, on va devoir vous aider à vous relever et à avancer ensemble. Venez dès maintenant, on agit ensemble. Comme ça, on gagne du temps un petit peu. On ne perd pas ce temps à vous expliquer que oui, machin. Ouvrez les yeux, attendez-vous à ce que. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de révélations, beaucoup de technologies qui vont être révélées, qui vont faire une énorme dissonance cognitive. Vraiment, même moi qui suis très initié dans ces technologies-là, je suis encore chaque fois sur le cul quand je vois une technologie qui me dit waouh, ça va faire la différence, waouh, ça va faire la différence. Et je sais que j'ai absorbé des milliers d'heures de contenu. Ça fait 10 ans, 12 ans que maintenant je cherche depuis tout le temps. J'ai absorbé des milliers d'heures de contenu. J'ai des centaines d'éléments pour démontrer qu'en fait, juste une technologie, ça fera la différence. Et tout ce que je peux en dire, parce que je peux montrer autant que je veux les technologies, les preuves que les choses vont aller mieux. Les gens, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est un résultat immédiat, concret, qui améliore leur quotidien. Et ça, c'est un autre. Restons un tout petit peu avec ça, améliorer le quotidien. Avec tout ce que tu connais, tout ce que tu nous partages, est-ce que moi, j'ai déjà vécu dans ce qu'on avait appelé une petite communauté Ubuntu. C'est quelque chose qui n'a, dans le temps, mais qui n'a pas survécu pour des tas de raisons. Est-ce que toi, tu as une vision pour ça? Quand on parle d'une société Ubuntu, est-ce que tu vois ça vraiment, mais vraiment, vraiment, Junette, planétaire, ou est-ce que tu vois ça commencer par des petites bulles ici et là, ou c'est quoi vraiment ta vision par rapport à Ubuntu? Euh, Puisque on dit que c'est une société, c'est un style de vie et c'est un grand changement. On a besoin de faire un 180 degrés, c'est quelque chose. Alors, comment tu le vois ça sur la Terre maintenant, en janvier 2021? Alors, c'est une question très intéressante. Je suis à complexe à répondre parce que je ne peux pas avoir la réponse détaillée à cette question-là, mais je peux essayer de l'illustrer avec un truc très simple. Et on Allons-y. va utiliser la fleur de vie pour l'illustrer. Et en fait, on va imaginer la fleur de vie en 3D. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on garde la fleur de vie d'un côté et je vais essayer de parler un petit peu de la perception personnelle de l'environnement. On perçoit à peu près 3 millions d'informations à la seconde. Ça, c'est le subconscient. Donc, à chaque seconde, on a 3 millions de façons de voir le monde. Donc, déjà, ça change beaucoup de choses. 3 millions de façons de voir le monde à chaque seconde. Ce qui va se passer, c'est qu'on percevra tous autour de nous ce à quoi on est paramétré à voir. Et en fait, donc, on va tous rejoindre une communauté ou on va tous rejoindre une cause en aspiration avec nos valeurs. Et ça va se réharmoniser, s'autoréguler automatiquement comme une forme de fleur de vie. Ce ne sera pas exactement comme une fleur de vie sur une carte à la France où les villages sont comme ça. Mais si on devoir d'illustrer la fleur de vie où il y a ces cercles partout, il y a aussi ces cercles qui se croisent, qui font les connexions entre eux. Donc, il va y avoir un cercle A, un cercle B. Le cercle A et le cercle B sont super bien organisés. Il y a un cercle C où le cercle A et le cercle C s'entendent bien, le cercle B et le cercle C s'entendent bien. En fait, ça fait une harmonie entre les trois. Et ça va aller dans tous les sens comme ça. Tout ne sera pas Ubuntu, mais ce sera quasiment une fleur de vie. Donc, la fleur de vie, c'est encore même, ça transcende même Ubuntu, j'ai envie de dire. C'est qu'il y aura des communautés, autant il y aura des communautés qui voudront encore, juste pour le fun, essayer encore de continuer le capitalisme à petite échelle, comme une sorte de jeu de société, réalité augmentée. Il y aura peut-être encore des gens qui garderont des faux euros, des billets qui ne vaudront plus rien, mais comme des billets de Monopoly. Il y aura de tout, en fait. Il y aura vraiment de tout et de n'importe quoi. Beaucoup de n'importe quoi, mais pas des n'importe quoi qui vont poser des problèmes, mais des n'importe quoi parce que c'est fun, parce qu'on va se lâcher. Il y aura des gens qui vont créer des. Enfin, moi, je vois bien des gens qui vont s'amuser à créer des chasseurs de papillons juste pour le fun. Enfin, ils vont prendre le papillon, le regarder, il y en aura 200 pour essayer de ramener les papillons, prendre la plus belle photo. Enfin, en fait, on aura tellement réussi à transcender ces problématiques quotidiennes et notre problème, il est vraiment surtout énergétique, j'insiste là-dessus, énergétique et technologique. Une fois qu'on règle ce problème, en fait, on se rendra compte qu'il y a 87% de nos problèmes qui disparaissent, 87% des métiers qui ne servent à rien et on arrivera vite à quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, est-ce que tout sera Ubuntu? Non, je ne pense pas. On peut dire, mais on aura cette fusion où tout sera unité. Donc dans ce cas-là, on peut dire oui, finalement, ça sera Ubuntu. Mais l'organisation, l'harmonie sera comment? Ça sera en fleur de vie. Il y aura des cercles
où on les prend, on les compare, ça n'aura rien de similaire, rien de ressemblant, rien de semblable. Il y aura peut-être un cercle qui va vouloir continuer à pratiquer le soufisme dans l'islam, d'autres qui vont vouloir pratiquer la kabbale dans le judaïsme. Et en fait, ils pourront très bien travailler ensemble, très bien en harmonie, ça ne se dérange pas, ça fonctionne en autonomie, chacun respecte la dignité d'autrui, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence, tout le monde a la dignité de vivre indécemment, c'est-à-dire de vivre correctement, de manger à sa faim, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à l'énergie, d'avoir accès au minimum qui permet d'avoir une dignité humaine. Et on y arrive, c'est une question d'années, hein. Ce n'est pas une question de 30, 50 ans, hein. Je ne crois pas du tout à ça, c'est une question de quelques années, vraiment une question de quelques années. Tout à fait. Et tu as un petit peu parlé d'argent. Peut-être qu'on n'en parlera pas davantage aujourd'hui, mais est-ce que tu accepterais de revenir pour parler uniquement de cet aspect, l'argent tel qu'on le connaît maintenant et comment on le verrait dans une société Ubuntu? Parce que je pense que c'est super important. Et puis, je vais quand même te poser une autre question et c'est par rapport au livre de Michael Tellinger, qui est en Afrique du Sud et qui a écrit un livre absolument magnifique qui remonte, qui commence à dater un peu maintenant. Et puis, ta contribution là-dedans, toi d'abord, tu es allé en Afrique du Sud rencontrer Michael et puis tu es revenu avec ce livre. Et puis, dis-nous un petit peu ce que tu as fait de ce livre en anglais. Alors en fait, moi déjà, ça fait des années que je m'intéresse à la société, donc j'avais quand même scruté tous les systèmes. J'ai fréquenté les milieux de gauche comme les milieux de droite, comme d'extrême gauche, d'extrême droite. Je suis vraiment allé voir partout pour essayer de trouver une solution à notre société. Et j'avais une utopie, c'est que si tout le monde se faisait confiance, il n'y aurait plus de problème. Mais ce n'est pas réaliste parce que c'est impossible à le mettre en place. C'est impossible à le mettre en place. Donc, c'était une bribe d'idées, puis d'autres bribes d'idées, puis d'autres bribes d'idées. Puis un jour, je m'intéressais aux constellations, je m'intéressais au système de Pléiades, donc on va pas rentrer dans les détails. Et puis, je tombe sur une vidéo par hasard, de Corey Goode et Michael Tellinger. Donc, je cherchais un truc spécifique. La vidéo dure 40 minutes, ils en parlent que 30 secondes de ce que je recherchais. Et en fait, je regarde les 39 autres minutes et demie où je vois Michael avec son élocution qui est géniale. Et je n'avais absolument rien compris de quoi il parlait réellement. Mais ce que j'avais compris, c'est que je tenais un truc. Genre en mode, en général, quand on a une intuition, on sent un petit canal de fil qui nous traverse. Là, j'ai senti vraiment l'autoroute qui me traversait en mode, waouh, il faut vraiment que je lise ce livre. Le soir même, j'ai téléchargé, j'ai réussi à trouver le PDF en anglais. Je l'ai lu, je l'ai relu. J'ai commencé à avoir plein de questions. J'ai commencé à pas mal scruter. Je voulais poser des questions à Michael, des questions très techniques. Et puis, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc, j'ai pris mon billet d'avion, je suis parti le voir. Donc, c'était. Et je suis quelqu'un de très pragmatique. À un moment donné, si je veux un truc, on y va. On cherche, on teste, on y va. C'est pas grave, au pire, j'aurais fait un voyage. J'avais pris son tour, en fait. Parce que c'est le seul moyen que j'avais trouvé de passer 10 jours avec lui. Je suis bon, ben, je vais payer son tour. J'y vais. J'ai passé 10 jours extraordinaires avec Simi Osmanagic aussi, d'ailleurs. Et des tas d'autres personnes qui partent du voyage. On a vu des choses assez incroyables. Et donc, je suis parti le voir. Et donc, je dis, oui, voilà, Michael, j'ai quelques petites questions techniques à poser. Et je pose la première question, quel statut juridique pour Ubuntu, machin. Il me dit, bah, en fait, on m'a posé la question hier, mais en fait, ce n'est pas à moi de trouver la réponse, c'est à tout le monde de contribuer. Et là, je réponds, je fais, bah, écoute, bah, tiens, moi, ce que je te propose comme statut juridique. Et là, je lui sors le plan du statut juridique. Et là, il dit, bah, tu vois, en fait, il me dit, tu vois, c'est ça Ubuntu. Et en gros, il me pose question, il me dit, c'est ça Ubuntu, c'est qu'il y a trop de questions, mais ce n'est pas moi qui ai les réponses, c'est vous qui avez les réponses. Moi, je parle de la philosophie. Moi, mon devoir, c'était de prendre la philosophie, transmettre la philosophie, et maintenant, aux gens d'en faire, de l'appliquer, de l'intégrer. Et en fait, du coup, automatiquement, je me suis retrouvé à rayer mes 15 questions. Et je posais une seule question que tout le monde pose, pourquoi c'est toujours pas en place en Afrique du Sud? Et donc, il m'expliquait que les maires en Afrique du Sud, c'est désigné par les gouvernements, donc par les présidents, donc c'est compliqué. Ok, j'ai eu ma réponse. Et je crois qu'on a parlé 1 heure ou 2 heures de Ubuntu. On a passé les 10 autres derniers jours à parler de la vie, de la philosophie, de différentes choses. C'était assez génial. Donc, j'ai pris le livre et je me suis dit, bon, maintenant, le livre, il faut le traduire en français. Donc, très contraignant. Donc, je me dis, avant d'avoir le livre en français, il faut que j'arrive à augmenter la communauté. Une fois qu'il y a la communauté, il faut que j'arrive à trouver des gens qui sont prêts à investir. Mais il faut brasser. Moi, j'ai une statistique, c'est qu'il y aura sur 1000 personnes, il y aura un leader. Quand je parle d'un leader, un fédérateur, un mec qui va prendre l'initiative, c'est qu'il faut que je présente à 1000 personnes. Sur 1000 personnes, il y aura une personne comme moi qui va s'approprier le truc et qui va vouloir faire un truc. Je me dis, des gens comme moi, il y en a plein à foison. Donc, je vais commencer par trouver des gens comme moi au début stratégiquement parce que ce sera des effets de levier. Et par chance, j'ai eu des personnes comme Thibaut, comme Teddy, donc dans l'équipe Sandrine,
qui ont rejoint. Il y a d'autres personnes aussi, hein, et pas mal de gens qui viennent ponctuellement, qui partent, qui reviennent, mais qui sont toujours présents de près ou de loin. Mais il y a eu la contribution de Thibaut qui nous a apporté un outil qui nous a permis de traduire le livre en 10 jours avec 4 personnes. Et là, voilà, ça a été vraiment, ça a permis de voir en fait que la traduction d'un livre, ça coûte au minimum 4-5 000 euros. Au pire, tu prends 10% sur chaque vente. Et c'est très complexe. Et là, en 10 jours, donc c'est pas 10 jours de travail, hein. C'est entre le moment où on a commencé et le moment où le livre était terminé, ça a eu 10 jours de travail en gros, des 4. Et le livre était sorti et là, j'ai vu vraiment la force que ça pouvait donner Ubuntu rien qu'avec ça. D'ailleurs, il y a eu le site internet qui est sorti, donc qui est sorti en français, une belle version qui a vraiment séduit Michael et Travis aussi. Et en fait, on s'est rendu compte, donc là, j'ai un petit peu introduit l'équipe aussi. Donc voilà, il y a eu ce feeling avec Michael. C'est la raison pour laquelle aussi je suis allé en Afrique du Sud. C'est comme ça que j'en suis arrivé à découvrir Ubuntu. C'est pas ce que je fais à temps plein, hein, qu'on soit clair là-dessus. C'est pas ce qui me fait vivre du tout. Enfin, c'est ce qui me fait vivre en termes d'énergie. Je veux dire, ça Oui, me passe. c'est clair. C'est ça qui me fait vivre. Du tout, ça me fait vivre à ce niveau-là. Mais financièrement, c'est pas ça qui me fait vivre. Mais c'est pas grave. Je fais pas ça pour l'argent du tout, qu'on soit clair. J'aimerais juste voir que j'aimerais bien que ça émerge quelque part, au moins dans un seul village. Mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres priorités avant de le faire émerger, sur lesquelles on doit travailler. Et on est en train de travailler là-dessus. Donc, on avance comme on peut, mais on avance. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur ça. On est en train de travailler là-dessus. Parce que d'abord, pour le village, moi, je l'ai vécu, je connaissais bien le maire et tout, et je l'ai même invité pour être interviewé, bon voilà, dans cette chronique. Et j'ai eu la grande surprise, je crois que je t'avais dit sa réponse, et c'est qu'il a dit merci d'avoir pensé à moi, mais euh, je crois personnellement que Ubuntu, ça ne se fera jamais dans ce pays. Alors que tu vois, je parle du premier maire sur la planète qui est parlé de Ubuntu à son conseil a approuvé. Et là, après 2 ans et demi, euh, je me suis dit, ou bien il a abandonné, ou bien on lui a dit, tu ne parles pas de ça au Canada. Parce qu'en politique, il se redirige plus vers le provincial que le municipal maintenant. Il n'y a pas de business Je n'en plan. ai pas parlé davantage, mais cette petite communauté qui avait été créée à North Frontenac en Ontario, euh, c'est, la page, elle est vraiment tournée, c'est éteint maintenant. Il y a un problème sérieux vis-à-vis de ce type de situation, c'est qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de feuille de route concret, une stratégie capitalistique. Vraiment, j'insiste là-dessus. On est dans un système capitaliste. On est conditionné au capitalisme. C'est-à-dire que il y a des codes, on a été conditionnés, ça fonctionne comme ça. Ça ne sert à rien de lutter contre ça. Ça fait partie de ça. Il faut l'accepter, le faire évoluer vers une direction qui est saine pour nous et pour l'environnement et pour nous tous, pour tout le vivant dans le monde. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, Ubuntu, moi, pour expliquer simplement Ubuntu, quand j'explique en 2 phrases, Ubuntu, donc le contributionnisme principalement aussi, parce que c'est surtout le contributionnisme, c'est que par rapport à une entreprise du système capitaliste, il y a 2 différences majeures qui font la grosse différence chez Ubuntu. C'est que premièrement, il y a une main-d'œuvre gratuite grâce à la contribution des gens. Et deuxièmement, c'est que les actionnaires, c'est tout le monde. C'est que c'est pas, l'argent ne va pas en haut, l'argent reste en bas. Et ça, c'est la deuxième différence majeure. Donc, mais finalement, ça reste des boîtes. Ça reste des boîtes où il y a des budgets, ça reste des boîtes où il y a des matières premières, ça reste des boîtes où il y a une stratégie de communication marketing. Je suis désolé, il y a des outils de marketing qui marchent. Arrêtons de réinventer le marketing. Le marketing, ça fonctionne. Juste que le but, c'est de vendre. Là, l'objectif, on doit vendre l'idée. Je suis désolé. Je vais prendre peut-être un exemple, une allégorie. Quand on drague quelqu'un, quand on s'amuse à draguer quelqu'un, on se vend. On a plein de défauts, on le sait, on est conscient qu'on a plein de défauts. Mais on est obligé de se vendre. Tu ne vas pas commencer quelqu'un en lui disant tes défauts. Ça ne marche pas comme ça. Tu apprends à les connaître avec le temps. Du tout, c'est pareil. On essaie de vendre. Donc, quand les gens disent ouais, mais c'est tout beau, c'est tout rose. Ben oui, heureusement. Je ne vais pas te vendre un truc morose. Tu ne viendras pas. Donc, laisse-moi te vendre un bon truc. Mais au pire des cas, tu verras qu'en fait, même tes trucs moroses, on y arrive à y répondre à ces questions-là. Donc, le vrai problème de ces maires-là, et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus, c'est le manque concret de solutions et de business plan. On ne démarre pas une entreprise avec une philosophie, on démarre une entreprise en répondant à un besoin de la communauté. Donc, déjà, la question, c'était quoi le besoin de la communauté de ce maire? C'était quoi le premier besoin? Parce que si, admettons, l'électricité coûte cher parce qu'il fait très froid là-bas, régler ce problème de chauffage. Ça, c'est le premier projet que je devais travailler. Donc, ça, c'est la complexité de la mise en place d'Ubuntu parce qu'on ne peut pas
nous, dire il faut commencer par ça, par ça, par ça, par ça. Parce qu'en bon entrepreneur, je vais dire, on commence d'abord à répondre aux premiers besoins de la communauté. Et si le premier besoin de la communauté, c'est il fait trop chaud, régler ce problème. Si le premier besoin de la communauté, c'est l'eau est sale, régler ce problème. Si le premier besoin de la communauté, c'est que c'est la garde d'enfants, et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème en France. La garderie d'enfants, c'est un problème majeur. Les parents ne savent pas s'ils vont payer une nounou, parce que ça aurait eu au même prix que s'ils travaillaient ou s'ils restaient à la maison. Ils ne savent pas. Réglons ce problème, libérons les parents. Bon exemple. Donnons aux enfants ce moment de répit. Il y a des tas de possibilités. Donc c'est ça que nous, on a décidé non pas de faire des business plans détaillés, parce qu'on ne peut pas. Donc, on se positionne en tant que consultant sur des villages qui veulent le mettre en place. On sera consultant pour eux, pour essayer de faire des choses concrètes. Oui. Alors, restons un tout petit peu avec ça parce qu'on achève nos 30 petites minutes, mais on va continuer à reparler de tout ça. Mais juste pour terminer, ce concept de village, je sais que Michael, il en parle énormément. Vous avez traduit plusieurs de ses articles apportant des solutions. Alors, je vais parler un tout petit peu du livre de Michael que vous avez traduit, qui est disponible. Moi, je l'ai acheté en français. Je l'avais déjà en anglais, bien sûr, mais je l'ai acheté en français en format Kindle. Mais je sais que les personnes à qui j'en ai parlé ont acheté de leur libraire, mais en format papier. Et le titre, c'est simplement Ubuntu Contributionnisme. Et le tien, il sera publié en e-book ou en format papier? Et en fait, aujourd'hui, grâce aux technologies, une fois de plus, Ubuntu, la philosophie, c'est que donc, au début, il n'y avait que Amazon Prime qui proposait ça. Donc, désolé pour ceux qui boycottent Amazon et qu'ils doivent passer par Amazon pour acheter le livre de Michael. On n'a pas la maîtrise totale là-dessus. Pour ma part, le livre, je pense et j'espère le pouvoir publier sur des éditeurs qui font la même chose qu'Amazon, mais avec une philosophie assez belle. Donc, j'ai trouvé des éditeurs. Donc, il sera dans les deux formats. E-book pour ceux qui veulent, papier pour ceux qui préfèrent. Il y aura toujours les deux formats parce qu'il y en a qui aiment l'âme du livre, d'autres qui préfèrent gagner du temps. Les deux sont honorables et j'espère que, en tout cas, je ferai tout pour qu'il y ait les deux formats. OK. Et ton livre ainsi que celui de Michael, pour l'instant, moi, ce sont les seules ressources que vraiment je peux recommander. Apporteront des solutions, motiveront les gens à aller chercher un petit peu plus loin. Et puis, évidemment, la prochaine fois qu'on pourra se rencontrer, tu parleras davantage de ton livre. Mais pour que les gens aient quelque chose à faire d'ici lundi prochain, ou disons la semaine prochaine, parce que ma chronique paraît tous les lundis à la chaîne LGC4, le grand changement au quotidien. Mais les gens peuvent aller ailleurs. Moi, par exemple, je fais une petite rencontre sur Zoom le mercredi, heure française, 21h. C'est un cercle du bâton de parole où les gens posent des questions, ou apportent une petite expérience, ou voilà, je donne une petite explication. Et possiblement, on prendrait un tout petit bout d'un chapitre du livre de Michael pour en parler lors de cette heure-là, juste pour que Ubuntu devienne un mot de tous les jours. Mais toi, avec ton équipe, je sais que tu fais autre chose. Est-ce que tu pourrais nous en parler pendant quelques minutes? Parce que je sais que tu m'as parlé de ton groupe Facebook. Moi, je ne fais pas Facebook, mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est la solution parfaite parce qu'ils peuvent consulter n'importe quand. Ça n'a pas besoin d'être en live. Alors, si tu veux nous dire quelques mots sur ton groupe Facebook et peut-être autre chose que tu proposes aux gens qui sont intéressés. Tu vois, genre, je vais répondre à deux questions. La première, c'est que tu dis que tu n'as que deux sources d'information. Et tout à l'heure, je disais, il faut d'abord régler le premier problème qu'on a. Et effectivement, le premier problème qu'on avait, c'est le manque de sources d'information. Donc, c'est sur ça qu'on s'est concentré avec l'équipe. C'est avant de vouloir mettre en place Ubuntu, il faut qu'on arrive à produire du contenu. Il faut qu'on arrive à produire un lieu où les gens pourraient échanger. Donc, on a commencé avec les moyens du bord. Donc, les moyens du bord sont les éléments suivants. Vous avez ma chaîne YouTube où c'est débrider votre potentiel. Sur YouTube où j'ai des vidéos sur lesquelles j'en parle. Alors, effectivement, je parle un peu de tout. Je suis désolé, je n'ai pas cherché à tout bien faire, je cherchais à faire surtout. Ensuite, il y a le site france-ubuntuplanet.org
où on a tout en français. Le livre est là-bas. On a aussi mis des produits dérivés Ubuntu s'il y en a qui veulent participer. On sait que donc ces bénéfices permettent d'amorcer des projets. Donc le site. Je vais juste répéter pour que les auditeurs entendent bien, parce que je ne sais pas si on pourra faire paraître en bas de l'écran, mais ton site à toi, c'est Débrider votre potentiel. C'est ta chaîne YouTube. Il y a le site de Michael que vous avez traduit en français qui s'appelle France, trait d'union, Ubuntu. Alors, il n'y a pas de. En anglais, planet. Ouais, planet.org. O-R-G. Parfait. Parfait, parfait. Excuse-moi, avant que nos 30 minutes se terminent, je voulais être sûre que. Dessus, on a tout référencé, les documents qu'on a pu travailler, etc. et tout. Donc, on a travaillé sur le site internet. Il y a un groupe Facebook, pareil, vous tapez France, Ubuntu, contributionnisme. Il y a la page Facebook, Ubuntu France. Il y a d'autres supports qu'on n'a pas du tout travaillé. On est sur Insta, Twitter, mais il n'y en a rien de travaillé encore. Donc, il y a ces trucs-là. On a une conversation Telegram. On est une dizaine. Alors, on a deux équipes. On a l'équipe primaire et on a l'équipe secondaire où, en fait, c'est des gens qui contribuent de manière ponctuelle et qui contribuent régulièrement. Donc, qui est ouvert à tous pour les échanges, pour la participation. On travaille aussi avec un outil qui s'appelle Trello. Donc, c'est un outil de gestion de projet qui nous permet de travailler en équipe. Donc, en fait, on référence toutes nos idées là-dessus et tout le monde peut venir les reconsulter quand ils veulent. Donc, on est d'ailleurs en recherche de personnes qui veulent contribuer à recenser toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils savent, à nous aider à tout recenser. En gros, c'est une bibliothèque numérique qu'on est en train de mettre en place pour ceux qui veulent avoir des plans de tel truc, tel truc, tel truc. On n'est pas encore au point là-dessus, mais on a mis ça aussi en place. Donc, on avance comme ça et voilà les supports. Donc, après, il y a les petites vidéos de 5 minutes aussi que j'avais sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a d'autres supports qui arrivent. On a prévu des articles aussi de blogs qui sont plus ou moins prêts. Certains sont prêts, qu'on va publier. Donc, voilà, ça arrive, on avance comme on peut. On essaie vraiment, c'est notre priorité numéro 1, c'est de diversifier le contenu pour que chacun puisse être un ambassadeur Ubuntu. Oui, oui, oui. Écoute, Junette, on va s'arrêter pour cette fois, mais ce que tu nous apportes, c'est tellement, tellement précieux, c'est tellement riche. Et puis, je vais dire aux auditeurs que tu seras probablement aussi interviewé par Franck Hatem, qui dirige cette web TV, Le Grand Changement. Alors, tu auras l'occasion d'apporter encore plus de tout ce que tu offres et tout ce que tu fais. Moi, personnellement, je t'ai rencontré sur Débrider votre potentiel. C'était un coup de foudre en une seconde. Et je sais que tu as tellement, 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 tellement à partager. Alors, merci, merci. Je sais que tu le fais vraiment avec cette attitude de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. C'est vrai que tu es un homme d'affaires et que tu vis pas une vie en parallèle, mais on est dans une société où, pour l'instant, c'est clair que voilà, c'est. Sous terre, comme je dis, j'essaie de garder les deux. Oui, exactement, exactement. Mais je ne sais pas si tu sais combien tu es précieux. C'est extraordinaire. Je suis extrêmement honorée de t'avoir eu comme première invitée pour ma chronique Ubuntu ou rien. Alors, merci, merci, Junette. Et puis, c'est clair que si les gens vont sur ton site, ils auront tes coordonnées, s'ils veulent t'écrire, voilà, ou tu veux donner ton email, c'est comme tu veux. Ouais, il y a l'adresse mail Ubuntu sur notre site. Donc, c'était Thibaut qui est dessus, pardon, moi aussi. Alors, je ne reçois pas automatiquement parce que je crois que j'ai 14-15 adresses mail, donc je ne reçois pas tout automatiquement. Mais chaque fois que Thibaut, il y a un truc important, c'est Thibaut qui m'a mis en relation avec toi. C'est chaque fois, il m'informe. Donc, il est vraiment merci d'ailleurs beaucoup à Thibaut parce que c'est vraiment un énorme contributeur qui fait vraiment avancer la philosophie, avec Teddy aussi qui est vraiment toujours présent. On a d'autres personnes aussi. Donc voilà, l'équipe s'agrandit petit à petit. On a Mathieu qui nous a rejoint dernièrement. Donc on a vraiment de plus en plus. En fait, vraiment, ce qui est génial avec Internet, c'est qu'on a fait une fois le travail et derrière, ça se fait automatiquement. Les gens rejoignent automatiquement. Et c'est notre priorité numéro 1, c'est créer un maximum de contenu pour essayer d'un momentum opéré. Magnifique. Eh ben, merci, 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 merci voilà, à Franck Hatem qui dirige SGC4, à Michel Morin, la Web TV, Le Grand Changement. Et puis, Junette, un merci absolument immense d'avoir donné de ton temps. Merci à toi de prendre ce temps aussi, parce que c'est tout aussi important pour moi d'avoir des gens qui veulent poser des questions. Ça me donne autant de clarté pour moi aussi. Ça me permet aussi
ça me rappelle aussi ce qu'il y a de bien. C'est toujours… Exactement, exactement. Alors, ben voilà, pour communiquer avec moi, c'est Louise, wisdomofbeing.com si vous avez des questions. Et au grand plaisir de vous revoir tous et toutes la semaine prochaine à Ubuntu ou rien. Ciao tout le monde. Merci encore. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Céline Basset. Très contente de t'avoir en interview parce que je t'avais vu sur une vidéo où tu passais avec justement François Rouillet et Sabine Becker. C'est quelqu'un que vous avez interviewé. Et ah là là, j'étais scotchée de voir que une toute jeune femme comme ça puisse avoir autant de solidité dans la tête. Merci. Que tu as déposé un brevet, tout ça. Je dis, mais elle est formidable. Donc, il fallait vraiment qu'on te parle. Donc, en fait, on ne se connaît pas. Et avec Franck, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Comment t'en es arrivé là, finalement? Ton parcours, c'est quoi? Parce Alors, que tu fais toute jeune, là, pour être aussi mature. ah mais non, j'ai 38 ans quand même. Oh, Quand même, j'atteins la… Oh là 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 là. Enfin, pour l'instant, oui, j'ai 38 ans, l'année prochaine, j'en aurai 39, enfin bref. Comment j'en suis arrivée là? Alors, pour faire simple, alors déjà, mes parents étaient militaires, donc c'est marrant. Donc moi, je suis fille d'immigrés russes déjà, donc on a connu l'immigration en France pour fuir le bordel qu'il y avait en Russie, puis en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on a immigré en France. Après, on vient vraiment d'un milieu très modeste, puisque bah, on a toujours grandi dans des zones dites de cité. Tu sais, à un moment en France, dans les années 80, ils mettaient les Slaves avec les Slaves, les populations africaines avec les populations africaines. Bon, bref, voilà. Donc, nous, on a grandi dans ce contexte-là, un peu très clivé, très, très, très humble. Et puis, donc, je suis née en France. Et à partir de là, en fait, vu que mon père était militaire, eh bien, j'ai toujours voyagé. En fait, je suis ancrée dans le voyage. C'est assez marrant. Donc, j'ai passé plusieurs années de ma vie en Afrique, entre mes 6 ans et mes 10 ans, au Niger, à Niamey. Après, bah, de fil en aiguille, je suis allée au Québec aussi. J'ai été à l'université Laval pendant 6 mois. Mais franchement, avec tout mon amour que j'ai pour le Québec, mais il faisait trop froid pour moi. Donc, je suis repartie au bout de 6 mois de Québec à la France. Après, j'ai fait mes études donc à Paris 5 et à Lille 3. Et donc, j'ai un master recherche dans les sciences humaines et sociales à la base, donc tout ce qui est psychologie cognitive, neuropsychologie et neurosciences. Donc, ça, c'était ma spécificité. J'ai fait mon mémoire. Et puis après, quand j'ai vu le bordel que c'était pour travailler dans le CNRS, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faire de la recherche, ça fait quoi? Faire de la recherche, ça consiste à chercher de l'argent et des financements. Donc, ça, c'était franchement pas très sexy pour moi. Donc, après, je suis partie. Il y a un moment aux États-Unis. J'ai été aussi moi-même militaire en France, donc j'ai servi les réserves de la gendarmerie nationale pendant pas mal d'années, au moins jusqu'à 2013, tout en étant à l'étranger. Donc j'ai un drôle de parcours, effectivement, plein de choses qui ne sont pas en lien, mais qui m'ont donné et doté de beaucoup d'outils, et notamment le voyage, l'armée, et ce diplôme qui me permet d'avoir une méthodologie qui permet, si tu veux, d'être quand même assez ordonnée dans mes recherches. Et donc, me voilà aux États-Unis. Aux États-Unis, je tombe malade. J'ai une infection au Candida albicans qui me ravage mon système immunitaire. Et donc, je suis partie du microbiote intestinal pour revenir au microbiote du sol. Donc, il a fait que j'incarne cette maladie qui m'a fait perdre 35 kilos. Je paraissais beaucoup plus vieille. C'était vraiment l'horreur, quoi, d'avoir cette infection au Candida albicans. Tout le monde sait ce que c'est le Candida albicans? Oui, oui, moi je sais. Les gens qui nous écoutent, peut-être pas. Ah oui, bah vas-y. L'infection au Candida albicans, donc tout le monde abrite dans son microbiote intestinal plein de micro-organismes, des champignons. C'est très vivant là-dedans et c'est grâce à tous ces micro-organismes qu'on est en bonne santé, qu'on a de la vitamine D, qu'on a de la vitamine C et que tout se passe bien. Et moi, j'ai perdu cette flore en fait. Ça s'est détruit parce que un régime alimentaire déjà qui était basé à base de viande et de lait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de ça dans ma vie. Et beaucoup d'antibiotiques, donc d'antibiotiques, anti-vie, anti-bactéries. Donc, bref.
Et donc, j'ai eu voilà, ce champignon qui s'appelle le Candida albicans qui a envahi mon système digestif et pas que. On en a retrouvé dans mes poumons, on en a retrouvé dans mon sang. Donc, j'étais vraiment hautement contaminée et je faisais 42 kilos, j'allais 20 fois aux toilettes. Je ne gardais plus rien, j'étais en train de mourir en gros, quoi. Vraiment. Ah oui. Je ne pouvais plus rien manger. Alors, les femmes adoraient ça parce qu'elles trouvaient ça rigolo. Elles me font, tu manges 9 à 10 fois par jour et tu prends pas 1 kilo, comment tu fais? Ouais. Bienvenue dans ma vie. Ouais. Et donc, à partir de là, là, j'étais en Asie. Et à partir de là, il y a eu toute une réflexion où j'avais déjà commencé à mettre les mains dans le sol à la suite d'un changement de vie. Mais là, cette maladie a vraiment attiré mon attention sur mais qu'est-ce qui fait que je sois aussi malade comme ça? Et donc, quand j'ai regardé ce que je mangeais, j'ai regardé où ça poussait, et après, j'ai regardé comment ça poussait, et après, j'ai regardé, mais qu'est-ce qui se passe dans le sol? Et là, j'ai vu ce parallèle. C'est pour ça que je dis souvent que le sol, c'est un énorme intestin sur lequel on marche. Ou je le compare à une matrice d'un endomètre pour les femmes, parce que il y a une couche de fertilité, hein, comme on a dans l'endomètre, dans l'utérus, dans lequel se fait la nidification, pour qu'on fasse des bébés humains, ou des bébés chats, ou etc. Ouais. Et dans le sol, c'est la même chose. Et donc, si on touche à cet endomètre ou à cette paroi intestinale, eh bien, on ne digère plus. Et quand on ne digère plus, eh bien, on n'assimile plus les nutriments. Et bien, donc là, on tombe malade. Et donc, en fait, j'ai compris ce cercle-là de partir de ma propre maladie, de mon microbiote intestinal pour revenir à ça. Et à partir de là, j'ai complètement changé de vie. Voilà. Vraiment, tout a un sens. Hein. Moi, je le dis tous les jours, tout a un sens, même la maladie, parce qu'on va se plaindre, mais en fin de compte, tout est positif, tout est à prendre d'une manière positive. Ouais. Toi, ça t'a permis d'aller vers ta mission, en fait. Mais la maladie, c'est un mal qui dit. C'est ça. Donc en fait, avant de le soigner avec des trucs et des machins, c'est sympa de comprendre le symptôme, de partir de la symptomatologie clinique, c'est ça qu'on dit en français, et de comprendre en fait quelle est la relation, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je manifeste cette maladie et qu'est-ce que cette maladie est en train de me dire, sur quoi je dois travailler. Et puis en fait, petit à petit, depuis 2014, il y a eu ce cheminement pour en arriver là, 2021, ce que je fais aujourd'hui en France maintenant, parce que je suis rentrée en France il y a maintenant 2 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Mais sinon, après, voilà, après autant d'années à l'étranger, boum, on revient en France dans un système très spécial par rapport au système de l'Asie ou par rapport au système de l'Amérique latine ou même le système africain, où on revient dans le cœur de l'Occident, où tout est séparé, où tout est saucissonné, tout est réglementé et on doit suivre les cases et les directions bien signalisées. Et si on sort de la case ou de la direction, c'est compliqué. Donc, oui, c'est bien représentatif ton cheminement parce que justement les candidats albicans, comme tous les champignons, c'est du yin, c'est de la dispersion, c'est de l'acidité. Et c'est issu donc de cette dispersion. Et donc le travail, c'est à partir de cette épreuve d'arriver à tout rassembler pour aller dans une seule direction. C'est exactement ça, ouais. Ça met des années, mais aujourd'hui, je suis très focus sur cet objectif qui est juste ma capacité à régénérer des sols avec différentes méthodologies et partant sur le principe de rien n'est séparé ou rien n'est contre. Eh bien, par contre, ce que j'observais, c'est qu'il y a une sorte de succession écologique, une sorte de temporalité à respecter dans la régénération des écosystèmes. Oui. Et ça, c'est un impensé agricole. Dans tous les voyages que j'ai faits, j'ai observé que les gens commençaient par l'agroforesterie, tout ça, c'est génial. Oui, la permaculture, c'est génial. L'agroécologie, c'est génial. L'éco-agriculture, c'est génial. Enfin, quel que soit le label, c'est génial. Mais là, aujourd'hui, la seule différence que je fais, c'est qu'il faut l'intégrer dans une observation de comment la nature arrive à régénérer ses propres écosystèmes, ses propres services écosystémiques. Et tu as raison de faire le lien avec l'intestin parce que c'est bien une acidification des sols à cause des produits chimiques et à cause comme les antibiotiques d'ailleurs, ça acidifie l'intestin et ça empêche le travail de se faire. Et pour les sols, c'est aussi cet apport extérieur de produits chimiques qui produit cette acidité, qui les rend stériles. Alors, c'est pas trop l'acidité qui rend stérile puisque le sol, il y a des sols et il faut un pH assez acide en fait pour que les racines des plantes puissent absorber. Donc, on observe jusqu'à un certain point. Hein? Oui, jusqu'à un certain point. Mais oui, après, si tu as un pH à 3, c'est un problème. L'excès de produits chimiques.
Bah, l'excès de produits chimiques, c'est qu'il vient ajouter de unbalance, du déséquilibre. Il vient rompre la chaîne du vivant. Donc, par exemple, quand tu vas mettre du NH3 ou NH4NO3, déjà, ce truc-là, tu sais, cette espèce d'intrant, d'engrais qui a explosé à Beyrouth. Oui. Il faut savoir que la chimie NH3, NH4NO3 n'existe pas naturellement dans la nature. C'est l'homme qui a forcé la lésion covalente entre ces deux éléments. C'est pour ça qu'elle est instable. Et c'est pour ça qu'elle est tellement instable que ça a explosé à Beyrouth. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es agriculteur conventionnel aujourd'hui et que tu stockes de l'engrais artificiel NH4NO3, c'est une bombe que c'est pour ça que c'est instable. Donc, tu vois, on en est arrivé à créer des trucs qui n'existent pas dans la nature et par processus artificiel chimique, on a réussi à coller ces deux éléments qui existent dans la nature, mais de manière indépendante, pas liés. Et donc, le fait qu'ils aient forcé ça, eh bien, ça devient instable. C'est un comburant exceptionnel et c'est ce qui fait que ça explose. C'est pas un combustible, c'est un comburant. Bref, on va pas rentrer là-dedans, quoi. Mais en gros, voilà. Et donc, en fait, moi, je parle plus de... Il s'agit d'observer la nature, qu'est-ce qu'il y a dans la nature et de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et donc, pour en revenir au sol, eh bien, lorsqu'on vient rompre l'équilibre naturel des choses, des lois universelles de la nature, eh bien, nécessairement, on a des conséquences assez désastreuses. Que ce soit sur les sols qui sont en train de perdre leur fertilité avec trop d'acidification, avec une destruction de la faune, avec un labour, avec une semelle de labour, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'infiltration de l'eau. S'il n'y a plus d'infiltration de l'eau, il n'y a plus de renflement de la nappe phréatique. S'il n'y a plus de renflement de la nappe phréatique, eh bien, les nappes phréatiques ne se jettent plus dans les cours d'eau. Si les cours d'eau s'assèchent, ben, c'est à cause de ça. Et les cours d'eau ne se jettent plus dans les fleuves. Et les fleuves ne se jettent plus dans la mer. Et il y a plus d'eau en évaporation, en condensation et donc en précipitation. Tu vois, voilà comment est-ce qu'on arrive à rompre le climat grâce à l'agriculture. Et moi, ce qui m'a choqué, ce qui a attiré mon attention, c'est quand tu parlais de la mer, tu as parlé d'aquaponie, c'est ça? Ouais. Donc, des poissons qui aident à cultiver des légumes. Et je crois même, donc j'ai entendu, j'ai vu une émission de toi, que tu as même déposé un brevet. Alors là, je n'ai pas compris. Comment tu as pu déposer un brevet là-dessus? Alors, déjà, le brevet, il n'est pas sur l'aquaponie, parce que l'aquaponie, ça appartient au domaine public. D'accord. Alors, déjà, on va mettre le point sur l'aquaponie. L'aquaponie, c'est une ancienne méthode qui vient de Mésoamérique, qui s'appelait le Chinampa du côté donc de l'Amérique latine, et qui s'appelle rizipisciculture du côté de l'Asie. Thaïlande, Vietnam, Birmanie. Alors, la rizipisciculture, c'est mettre des tilapias dans les rizières pour qu'il y ait une auto-fertilisation grâce à la défécation des poissons, pour qu'il puisse y avoir des récoltes de riz. D'accord. Sauf que depuis la révolution verte, Yahoo, en Asie, eh bien, ils ont enlevé cette ancienne tradition de rizipisciculture pour mettre des engrais, NH4NO3, pour faire 3 cycles de riz par an. Il faut savoir que le cycle du riz, c'est 1 par an. C'est un cycle très long, le riz. Mais parce qu'il y a la pression productive mondiale, eh bien, on dégage l'héritage ancestral de la rizipisciculture. C'est ce qui s'est passé aussi du côté de la Mésoamérique. Donc ça, là, en Mésoamérique, là, on voyage de l'autre côté. On faisait du Chinampa, donc on cultivait sur l'eau. Donc ça, c'était pour les populations qui étaient sédentaires. Oui. Et en Mésoamérique, il y avait aussi les populations nomades, c'est-à-dire qui cultivaient en radeau flottant sur l'eau, le long des cours d'eau pendant leur voyage. Donc il y avait déjà cette compréhension que je peux cultiver dans l'eau, je peux donc comprendre que dans l'eau, il y a des nutriments pour élever la plante, et je comprends qu'il y a tout un système microbiologique qui transforme la défécation des poissons des cours d'eau en solution absorbable, buvable pour les plantes. Donc ça, c'est les prémices de l'aquaponie. Et puis, il y a 25 ans, en Australie, avec Alan Murray, à Melbourne Aquaponics, aux États-Unis, eh bien là, il commence à retrouver l'aquaponie. Donc l'aquaponie, c'est le fait de cultiver des plantes dans un cycle d'eau fermé à partir de la pisciculture. Donc en général, l'aquaponie classique, c'est je combine mes poissons et je combine des plantes dans un circuit d'eau fermé et je vais faire pousser des plantes comme ça. Ça vient remplacer donc l'hydroponie. L'hydroponie, c'est on fait juste de la culture de plantes en eau, mais on va rajouter des nutriments sous forme de bouteilles, et puis on change l'eau tous les 3 mois en hydroponie.
Donc, il y a eu tout ce mouvement hors sol qui s'est développé avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc, l'aquaponie fait partie de la culture hors sol. Donc, je répète, c'est culture de poissons, culture de plantes en eau. C'est une double culture. Et moi, la différence, c'est que quand j'ai commencé donc à m'inspirer on va dire, des méthodologies classiques de l'aquaponie, il y a quand même une petite partie bactériologique où on va maîtriser le monde bactérien, notamment deux groupes de bactéries en aérobie, c'est-à-dire basés sur l'implantation d'oxygène dans le système pour développer les bonnes bactéries qui vont se charger de décomposer la défécation des poissons en petits nutriments buvables, absorbables par les racines des plantes. Et quand j'ai mis le focus sur, donc, pour moi, dans l'aquaponie régénérative des sols, tu cultives des micro-organismes. Et en fait, je me suis mise à intégrer cette culture, donc moi, je l'appelle triple culture, où je cultive des poissons et j'ai un gros focus sur, mais je vais cultiver des micro-organismes. Et après, qui vont servir donc à nourrir les plantes. Sans cet micro-organisme, il n'y a pas de magie. Donc voilà, donc moi quand j'ai compris ça, ok. Puis après, ma réflexion est allée un peu plus loin. Quand j'ai pris mon microscope là et quand j'ai commencé à faire des recherches que tout le monde peut faire sur Google Scholar et on peut trouver sur Elsevier, Nature ou quelle que soit la ressource scientifique, on s'aperçoit qu'en fait les groupes de bactéries qu'on cultive dans l'aquaponie, mais c'est exactement les mêmes que ceux qu'on cultive dans le sol. Donc des bactéries nitrifiantes, donc Nitrosomonas, Nitrobactères, et tous les nitros et les nitrosos, plus d'autres bactéries, d'autres groupes de bactéries qui sont celles qui oxidizing, comment est-ce qu'on dit? Celles qui oxydent, celles qui fixent l'oxygène, qui enlèvent le H et qui refixe le O. Donc, par exemple, NH3 est transformé en NO2 et qui libère donc d'autres choses. Ce processus-là de digestion, il existe dans la Terre. Donc, quand j'ai découvert ce truc-là et que j'ai vu que la sécheresse faisait mourir les plantes, à un moment, je me suis dit, mais attends, what's going on here? J'ai en gros 8000 litres de liquide amniotique chargé de nutriments NPK et plus, avec des traces, magnésium, calcium, zinc, manganèse, tout ça. Et en plus, quand je regarde au microscope, je vois mes organismes vivants, mes bactéries, parce que si elles ne sont pas là, il n'y a pas de chaîne de transformation de NH3 en NO3, donc de ammoniac en nitrate. Et en fait, intuitivement, j'ai commencé à ensemencer les sols avec cette eau. Mais avec une certaine technique qui fait qu'en fait, je n'avais pas besoin de faire ça souvent. Et dès que je remettais cette population bactérienne à sa place dans le sol, c'est-à-dire dans le sol, au niveau de la rhizosphère, j'observais des choses extraordinaires en Asie. Donc, j'ai observé, tout en combinant la méthodologie de la permaculture, de l'agroécologie, c'est-à-dire de renourrir le sol. Si la permaculture, l'agroécologie, on va dire, régénère le cycle du carbone, va régénérer pour ramener le ver de terre, moi, je pars de l'autre bout de la courbe pour remettre la bactérie. La bactérie va nourrir le protozoaire. Le protozoaire va nourrir la nématode. Tu vois, en fait, il y a des réseaux trophiques dans le sol. Il y a tout un monde. Et donc, la permaculture part du macro et moi, je parle du micro. Et en fait, c'est pas contre, ça travaille ensemble. Et donc, l'aquaponie régénérative, c'est un système hors sol, oui, mais il faut qu'elle reste sage, il ne faut pas que ça devienne des hectares, il faut que ça reste des petites surfaces, tout organisées en mycélium autour des villes sous forme de ceinture, et que non seulement on puisse produire au niveau alimentaire pour les gens, mais surtout qu'on puisse réensemencer les sols et aider les agriculteurs à multiplier des lignes de production et donc des lignes de revenus, et de manière indépendante. Désindexer du pétrole, désindexer de la logistique du balai des camions de transport. D'accord. Oui, voilà le plan. Ça fait beaucoup d'informations, c'est un peu dense, mais c'est à peu près l'idée. C'est un travail c'est un souci de transition pour régénérer, mais c'est a priori, pour les gens qui nous écoutent, l'idée c'est avant tout d'arriver à se rendre autonome vite. Et ça, avec l'aquaponie classique, on essaye de le faire. Et il y a une différence évidemment entre ce que tu proposes, qui est peut-être plus adressé aux agriculteurs plutôt qu'aux gens qui sont en ville. Parce que pour les gens qui sont en ville, la question n'est pas de régénérer les sols, c'est d'arriver à une certaine autonomie alimentaire, même si c'est imparfait, même si c'est approximatif, même si ça a des inconvénients. Et est-ce que
est-ce que l'aquaponie régénérative, ça s'adresse aussi à eux ou est-ce que ça s'adresse aux agriculteurs ou aux gens qui ont des terres? Alors, ça s'adresse exactement aussi aux villes. Par exemple, là, on est en pourparlers avec comment ça s'appelle, la communauté d'agglomération du bassin de Brive, ainsi qu'une grosse mairie dont je ne peux pas encore révéler le nom, pour justement installer des ceintures de résilience. Alors, déjà, moi, je fais une différence entre autonomie et résilience, pas dans le verbiage, mais parce qu'en fait, l'autonomie, ça va être très compliqué de l'atteindre. C'est comme le low-tech, il y a des limites au low-tech. Dans nos pays occidentaux, on est tellement perfusé logistiquement par les autres pays qu'on va prendre plus cher qu'un pays asiatique, par exemple, du fait qu'on se soit mis confortablement installé dans des énergies faciles, comme il dit Stéphanie Nou, c'est-à-dire des énergies qui nous rendent notre vie quotidienne facile. Donc, je reviens. L'aquaponie classique, elle est très indexée sur des intrants pour pallier les carences qui sont liées à de l'aquaponie. C'est-à-dire que si dans ta manière de faire de l'aquaponie, tu ne fais pas attention à la culture des micro-organismes, tu vas développer des carences sur tes plantes. C'est pour ça que souvent, tu as déjà la carence en fer. Et ça, c'est très compliqué à la résoudre. Moi, j'arrive toujours pas à la résoudre comme il faut. Il y a des protocoles expérimentaux, mais j'en parle pas encore maintenant. Mais parce qu'aujourd'hui, même en aquaponie, on est obligé de demander il nous faut des intrants pour le magnésium, pour le calcium. Donc, c'est très peu résilient, en fait, l'aquaponie, quand tu réfléchis par A plus B. Il faut vraiment aller plus loin. Il faut vraiment maîtriser, par exemple, les bacs de minéralisation. Il faut vraiment développer la microbiologie parce que la clé est dans la microbiologie. Donc, mon système d'aquaponie, il s'installe partout, comme le restant de l'aquaponie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la fonction nutritive de pouvoir manger, tu vas avoir de la résilience alimentaire. Mais comme avec François Rouillet, tu vois, il va falloir aussi installer des lasagnes. Il faut installer des incroyables comestibles. Il faut mailler comme des brins d'ADN l'ensemble des technologies et des techniques. Parce que, comme je t'expliquais, au niveau de la temporalité, il y a des choses à respecter. Qu'est-ce que c'est que la temporalité des services écosystémiques? On va prendre un exemple humain. Si tu te fais mal au genou, tu vas te faire une opération, ok? Tu sors de l'hôpital, tu as les ligaments croisés foutus. Puis il y a un pote qui dit dans une semaine, pression, il faut que tu ailles courir le marathon de New York. Tu vas jamais y arriver. Tu vas être nul en performance et tu vas pas arriver à courir, ok? Et ben, les écosystèmes, c'est pareil. On les a flingués pendant 60 ans depuis la Révolution verte et là on leur demande d'un seul coup de produire une autonomie alimentaire alors qu'on les a flingués. On va donc pas pouvoir obtenir de la terre ce qu'on veut. Il va falloir respecter le temps de cicatrisation, les délais de cicatrisation de l'écosystème du sol et du reste des services écosystémiques. La biodiversité, la réinstallation du cycle de l'eau dans le sol, ça sera possible si on réinstalle le cycle du carbone, etc., etc. Donc en fait, c'est ça que j'appelle la succession écologique, la temporalité. Donc l'aquaponie, pour répondre à ta question, vu qu'on est un peu foutu d'une certaine manière, qu'on n'obtiendra pas de la nature autant de l'abondance alimentaire qu'on souhaite, puisqu'il lui faut 50, 60 ans, 100 ans pour se remettre. Et ça, on l'apprend au collège. Tu tapes sur Google « succession écologique », tu vois que pour revenir d'un sol caillouteux tout pourri à une forêt, il faut 100 ans. Oui. T'auras beau planter des arbres, super, merci les gars, mais en fait, nous, on est dans les galères. On va avoir 60 ans de galère. Donc, il faut bien un système tampon pour, alimenter les gens, l'aquaponie, qu'elle soit régénérative ou non. C'est quand même mieux de faire de la régénérative. Pourquoi? Parce que j'apprends cette technique de microbiologie où il faut faire des poches nutritives de nutriments à côté pour éviter d'avoir appelé une boutique pour avoir un complément de fer ou avoir un complément de calcium ou avoir un complément de magnésium ou de manganèse. Tu vois le truc en fait ou pas? L'aquaponie classique, c'est le défaut de l'aquaponie tout court, c'est qu'il y a des carences. Et ce défaut-là vient de la méconnaissance des services de la microbiologie. Alors que nos ancêtres le savaient. Donc, il faut récupérer ce savoir-là. C'est pour ça que je l'appelle aquaponie régénérative des sols. Bref. Oui. Non, mais là, on parle surtout d'autonomie alimentaire pour une région ou pour un pays, mais pour une personne qui est dans son HLM et qui n'a que son balcon pour se rendre autonome en cas de crise, avec l'aquaponie normale, est-ce qu'elle peut déjà s'en sortir?
Et est-ce que l'aquaponie régénérative, pour elle, ça va lui servir à quelque chose? Oui, parce que l'aquaponie régénérative ou l'aquaponie normale, c'est les mêmes systèmes intriqués. Moi, j'ai juste développé la partie microbiologie. Pourquoi est-ce que l'aquaponie régénérative, par exemple, pour un HLM, j'ai un projet que j'appelle Kiffe ta cité, qui est que chaque building de HLM, donc je suis assez familière parce que ma mère vit toujours là-dedans et on vient de là, il y aura deux choses qui vont sauver les gens dans la crise. C'est le lien. D'abord, le lien. Et le partage des responsabilités, parce que faire de l'aquaponie, que ça soit régénérative ou non, c'est du taf. C'est de la rigidité, pas de la rigidité, c'est de la rigueur, de la discipline, et c'est de la lecture de qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème vivant dans lequel on fait pousser des plantes. Pourquoi? L'idée, ça serait d'installer pour chaque building, de compter et de pouvoir produire un système qui va pouvoir nourrir building par building. Mais s'il n'y a qu'un mec qui gère l'ensemble, mais le mec, il va lâcher l'affaire au bout d'un moment. C'est un vrai travail. C'est comme les métiers de l'agriculture, ça ne s'improvise pas. Donc, il y a vraiment tout un transfert de connaissances à faire, et c'est possible. Mais ça passe d'abord par l'unité des gens. Ça passe d'abord par ben voilà, il y a plusieurs familles, il y a 18 familles dans un building, eh bien, elles doivent être responsables de ce système d'aquaponie, régénérative ou non, qui doit être mis en place pour pouvoir manger. Et est-ce que tu fais des formations? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se former à ça? Oui, alors moi pour ma partie, je vais faire des formations donc en ligne. Après, en ce moment, je suis en train de traverser un épisode de trésorerie un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai des centaines de demandes. Et je fais 8 métiers en ce moment dans ma ferme. Maintenance, administratif, plus slash comme le problème de poils. Donc là, on est en train avec l'association d'essayer de faire un appel aux dons pour que les personnes qui sont bénévoles à plein temps, notamment je pense à Fabien qui est depuis le mois de mai à plein temps en train de travailler 50 heures par semaine de manière bénévole et qui va être papa au mois de mars, avril. Voilà, moi là en ce moment, j'ai un problème de trésorerie, il va falloir que il va falloir que j'embauche des gens pour me décharger et pour pouvoir construire ces formations. Donc, les formations, elles vont être à la fois en distanciel et en présentiel. Parce que même si on se fait confiner, ok, ainsi soit-il, mais il faut contourner les trucs, les obstacles. Donc, ils nous font chier, là, nous confiner, mais utilisons leurs meilleurs outils qu'ils nous ont créés, Internet, pour nous relier. Et transmettre. C'est ça. Donc, il va y avoir des formations en vidéo, mais ça va environ représenter entre 400 et 500 heures d'enregistrement, donc il faut les faire. Puis après, il faut payer le monteur, parce que c'est pas moi, je veux dire, j'ai des compétences, mais j'ai des limites énormes dans les autres domaines. Et donc, l'idée, c'est après d'avoir cette plateforme de compétences. Oui, Mimi, on va manger. Ah, je suis désolée, c'est le moment du chat, donnez-moi 3 secondes. Parce que tout le monde devrait se faire former à ça, en fin de compte. C'est nécessaire. Oui, ben, le problème, c'est quand les gens attendent la dernière minute pour se rendre compte qu'il y a un problème, et là, ils veulent une solution tout de suite. Et donc, ils ne prennent pas le temps de se former. Et c'est là qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. Je sais qu'en France, je fais énormément de travail aussi avec Stéphane Linou, qui travaille plus dans le... lui qui travaille plus du côté des élus, donc dans l'autre monde. Moi, je suis du bas. Tu vois, en fait, c'est aussi intéressant de faire bottom-up et top-down. Oui, il faut travailler dans tous les sens. Tu vois, il n'y a pas qu'un monde contre un autre monde. Non, en fait, c'est hop, on va comme les brins d'Aden, on va tout mixer et on va changer les choses sans que les gens s'en aperçoivent. Ah bah c'est changé. Ah bah oui, c'est déjà là en fait. Tout est déjà là. Et mais bon, on va contourner les obstacles. Et pour la formation, c'est vrai que les gens, il y a quand même des demandes. Je veux dire, moi là, depuis 2 mois, 3 mois, je n'ai jamais vu ça. J'ai des centaines de demandes, des centaines. J'arrive même pas à répondre aux emails. Enfin, déjà parce que j'ai beaucoup trop de charges de travail sur mes épaules. Je dors environ 4 à 5 heures par nuit en ce moment. Ah oui. Ça va faire 1 an que c'est comme ça, entre la construction de la ferme, la maintenance, parce qu'il y a 3000 mètres carrés de champs, donc c'est assez du taf. Il y a 80 mètres carrés de serre, 75 précisément. C'est du taf. Il y a énormément de choses à faire. Plus, je suis en France, des formalités administratives à n'en plus dormir. Donc, j'accepte de les faire parce que c'est le jeu. Et je le prends plutôt comme ça que plutôt que... Mais je vous assure que tout est fait pour que personne n'y arrive. Donc, c'est pas grave ça. On va y arriver de toute manière. Mais les formations, c'est la clé de l'avenir de demain. C'est-à-dire que quand il va y avoir un citadin qui va se recueillir dans la campagne, mais autant qu'il arrive déjà...
tu as des vidéos, je crois, en open source. Donc, Oui, toute la chaîne est open source, la chaîne YouTube où je donne Ben, en fait, là, je me filme souvent, tu sais, dans les champs, dans tout ce que je fais, je prends la caméra pour expliquer mes petits trucs. Tu vois, par exemple, un repiquage réussi, bah, tu mets de l'eau au fond. Tu vas pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Puis il faut réconcilier les éléments terre-eau parce que souvent les gens sont en silo. Il y a la terre et il y a l'eau. Non, non, ils sont tous en lien, ces éléments air, feu, eau. Enfin, bref. Et justement, il y a quelque chose aussi d'important dans la formation qui est cette histoire de brevet. Parce que je n'ai pas répondu à ta question. Ce brevet ne concerne pas l'aquaponie. Le brevet concerne la revivification des sols par l'aquaponie. C'est-à-dire, c'est le procédé d'ensemencement. Donc, l'histoire de ce brevet, je vais te dire que pour que j'ai posé un brevet, parce que breveter le vivant, c'est pas ma came, hein, c'est pas mon style. Mais j'ai tellement eu d'emmerdes, j'ai tellement eu d'obstacles, d'intimidation, de menaces, et je vais pas m'étaler sur cet épisode très négatif parce que c'est alimenter un égrégore auquel je ne veux pas donner maintenant que j'ai surmonté, mais j'ai eu de sacrées emmerdes. Et permettez-moi, désolée d'être un peu vulgaire sur la télé, mais voilà, si il y a des gens qui m'ont insulté pour avoir posé un brevet, qui m'ont dit ouais n'importe quoi. Je veux dire, je ne suis pas une industrie, je suis seule depuis des années à faire ce truc-là. J'ai certes eu beaucoup de supporters, de collaborations, de partenaires avec lesquels j'ai développé ce projet-là, mais j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui ont trahi et pas des personnes de petit niveau. J'ai eu des personnes qui sont dans d'autres sphères et face à eux, je suis rien. Donc en fait, ce choix de dépôt de brevet, surtout quand tu n'as pas le sou, elle est stratégique. Ça gagne du temps. Ça évite à ce que les appétits industriels ou autres viennent te prendre un travail, se l'accaparer, soit pour le mettre dans un tiroir, ou soit pour te décrédibiliser. Alors que là, aujourd'hui, le fait de remettre le brevet, de le reverser dans le domaine public, ben, les industriels vont commencer à refaire des brevets, mais en fait, quand c'est remis dans le domaine public, il n'y a plus rien qui est brevetable. Tu as compris en gros le tricks? Tout à fait. Et j'ai pas le choix que de faire ça. Donc, le brevet a été déposé en 2019. Si ça se faisait dans le monde, j'aurais pas pu déposer de brevet. Donc, je suis bien la première à innover dans ce domaine-là. D'accord. C'est pas un problème. Mais le but, c'est de l'enseigner. Donc là, je vais le remettre dans le domaine public. Donc, en fait, ça revient à protéger le vivant. Tu comprends le... C'est formidable. Tout à fait. Hein? Tout à fait, parce qu'il y a des gens qui se posera la question, d'ailleurs, tiens, elle fait tout en open source, mais elle dépose un brevet. Alors, il y en a pour qui ça paraîtrait contradictoire. Alors, il y a quelque chose que je n'avais pas compris dans ta technique, c'est la difficulté de faire des graines. Oui. C'est un problème ou ce n'est pas un... Alors, dans l'aquaponie, tu ne fais pas de graines. Tu ne vas pas faire de graines. En fait, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'idée de faire de la semence, ça veut dire, faire de la semence, qu'est-ce que c'est la définition? C'est mettre une graine dans un sol. Oui. Laisser la plante pousser, récupérer les graines et les replanter. Alors, on va zoomer au microscope. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Une graine, c'est comme une bombe d'ADN, ok? Un ADN va être renforcé quand il va enregistrer des comportements de défense face à des attaques. Un exemple, mes brocolis. J'ai planté mes brocolis lors des Saintes Glaces en avril, là, début mai 2020. J'en avais 100. Ok, je les ai repiqués, c'était le moment. Ah ouais, 48 heures plus tard, on était en pleine ponte de gastéropodes et de limaces. Il y a que 15% qui est vivant. Donc le matin, je vais dans mon champ avec mon petit café et je constate les dégâts de la nature et je suis là, je fais ah. Alors un permaculteur ou d'autres personnes vont dire alors il faut mettre du purin d'ail. Non, moi je suis dans la démarche de laisser les pontes, les obstacles naturels se créer. C'est comme ça que la biodiversité fonctionne et laisser les plantes développer leur stratégie de défense dans le milieu naturel. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, la plante, par exemple, face à une limace qui va la mordre, elle va développer un système de défense où elle va rendre sa sève plus aversive, plus amère. Boum! Elle va enregistrer ça dans son ADN. Et quand la plante va monter en graine et que tu vas récupérer la graine pour la replanter l'année prochaine, elle a déjà dans son patrimoine génétique le système de défense. Tu comprends? Mm-hmm. Voilà l'intérêt de la semence. La semence, tu la fais que en terre. L'aquaponie, c'est pour manger. Il n'y a aucun intérêt à faire de la semence en aquaponie. Pourquoi? Parce que elle est dans une nurserie, elle est dans un cocon où la plante, on lui amène tout sur un plateau, les nutriments, pas de pucerons. Enfin, tu vois, elle est dans un environnement protégé, donc il n'y a aucun intérêt. Ce que tu veux, c'est de la semence robuste
adapté à un sol argilo-calcaire au pH de 8,8, adapté à des attaques de limaces, à des attaques de pucerons. Et ces seules plantes-là qui auront survécu, là, tu récupères les graines et tu les replantes. Et là, tu fortifies le patrimoine génétique d'une espèce de la plante. Et au bout de 5 générations, tu as une espèce et tu as une graine que je dis de 4-4. Donc la semence, ça ne se fait qu'en sol. Le sol, il a comme une fingerprint, une empreinte digitale. Chaque sol a sa propre empreinte digitale. Donc, c'est-à-dire ses caractéristiques, ses complexités, un pH acide ou un pH trop argileux, trop alcalin. Normalement, tu ne fais rien pousser dans les pH argilo-calcaires. Moi, j'avais 8,8. Il n'y a pas grand-chose qui pousse là-dedans. Surtout pour du potager, de la légumière. Alors pourquoi les rendements sont si considérables par rapport à la culture normale? Tu veux dire de dire qu'on a beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de production? Mais en fait, oui, mais parce que, alors, il y a un premier facteur qui est celui que je t'expliquais, la succession écologique. Il va falloir des délais de cicatrisation au sol. Donc, par exemple, dans mon champ, les quelques rendements que j'ai eus, par rapport à 3000 mètres carrés, normalement, tu devrais vraiment sortir au moins de la bouffe pour 14-20 personnes. OK? Là, cette année, il y avait de la bouffe pour 8 dans le champ. Il fait ce qu'il peut, le champ. Il était compacté, il faut le régénérer, il faut le cicatriser, sauf que les délais de cicatrisation, chez toi, ils vont être d'un mois, dans la terre, ça va être des années. Donc, la productivité, c'est ce que je t'expliquais, tu sors de l'hôpital pour courir un marathon, tu vas être zéro. Oui, d'accord. Et donc, le sol, c'est la même chose, ça va être zéro. Et si on est là en train de lui mettre une pression productive, allez, on va mettre du purin, du machin, du truc, mais en fait, tu ne restaures pas les services écosystémiques. Si tu es contre les choses, c'est ma manière à moi, c'est ma manière de voir. Hein. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de l'agriculture régénérative. Quand on m'a dit, oh là là, toutes tes limaces, elles t'ont défoncé tes brocolis, fais ci, fais ça. Mais je fais non. Moi, dans ma manière de faire, je ne me mets pas contre le processus. J'ai besoin de restaurer l'écosystème. Donc, il va être déséquilibré. Et en étant déséquilibré, tu vas avoir des pertes de rendement. C'est pour ça que l'agriculture biologique, à un moment, a été considérablement critiquée parce qu'elle a été caractérisée par une baisse de rendement. Tu comprends? Mais ça, c'est un symptôme de guérison, en fait, mais qu'il va falloir intégrer dans notre mode de vie plus tard. Donc, tu comprends que dans l'urgence d'être alimentaire, dans l'urgence alimentaire, de l'effondrement actuel, il va falloir patienter dans l'urgence que les écosystèmes se remettent épouse. Donc voilà pourquoi est-ce que, en fait, dans un système en sol, en régénération, il a besoin de temps. Et je veux dire ça, n'importe quel scientifique peut le retrouver avec cette histoire de succession écologique. Il y a des stades où il faut qu'il cicatrise. Et si on ne prend pas en compte cette impensée agricole, on va droit dans le mur. Donc c'est pour ça qu'il faut combiner les méthodologies. Donc l'aquaponie, pourquoi est-ce que c'est sympa et pourquoi ça produit plus vite? Eh ben, dans le développement d'une plante, tu as ta graine, ok, ça c'est la graine. Mais la graine, elle va d'abord développer ses racines pour ensuite se développer, hein, un peu comme quand tu fais de la méditation. D'abord tu t'ancres et après tu nettoies le canal, quoi. La même chose pour la graine, c'est pareil qu'un humain. Donc elle doit d'abord s'ancrer, ça prend un temps, et l'énergie pour la graine dans le sol. Et après, pousse le développement foliaire. En aquaponie, au lieu que la plante développe, tu vois, ce système de racines qui doit péter les mottes, compacter, qui ne trouve pas l'eau, il faut creuser loin pour aller chercher le nutriment dans un sol de santé. Et ben en aquaponie, tu es là, et ben tout circule. Tu lui amènes sur un plateau tout ce dont elle a besoin. La microbiologie, des nutriments NPK, du calcium, du zinc, du phosphore, blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, dans ce coup, tu raccourcis ce temps où la graine développe ses racines, parce que les plantes en aquaponie ont des petits systèmes racinaires, parce que tu lui apportes sur un plateau tout ce dont elle a besoin. D'où l'intérêt, tu comprends, de ne pas faire de la semence en aquaponie, ça n'avait pas de sens, ça ne va pas enregistrer de comportement agressif. D'accord. Tu feras de la graine fragile en aquaponie, alors que tu veux faire de la graine robuste qui pousse dans le sable, dans l'argile et tout ça. Donc, tu combines les méthodologies. Donc, en eau, voilà pourquoi ça pousse deux fois plus vite en aquaponie, parce que tu squeezes le temps où la plante doit développer ses racines pour pousser. Donc là, c'est pour ça que ça s'accélère. Et l'eau, elle est bipolaire. Elle est magique, l'eau. Elle est magique, l'eau. Elle est complètement magique. Dans le sol, ce sont les échanges azotés gazeux qui se font. Tu vois, l'azote va se fixer dans le sol par des échanges bioélectriques. OK ? Je sais plus, mais en gros, tu en as un qui est chargé négativement, un positif. Et ce sont les échanges qui sont à travers l'exudation où il y a tous ces trucs-là, l'azote qui se fixe. L'eau, elle est bipolaire. Elle transporte les ions, les cations et les anions. Donc, l'électroconductivité de l'eau est supérieure à l'électroconductivité du sol.
Et donc, ça vient stimuler les racines et les nourrir. En fait, c'est un liquide amniotique, l'aquaponie que tu me. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter l'eau. C'est un liquide amniotique qui nourrit constamment. Et c'est pour ça qu'il faut gérer cette population de micro-organismes pour que ça soit stable. Parce que c'est la même eau que tu retrouves dans les racines. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous êtes gamin, vous arrachez les arbres ou les plantes, c'est humide, les racines. Tout le monde se souvient de ça? Oui. Je ne sais pas, j'ai arraché beaucoup de plantes, mais bon. Il est parisien. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a une telle économie d'eau avec ton système par rapport à normal. Oui, il y a entre 85 et 90% d'économie d'eau en fonction des climats. Énorme. En fonction des climats. Pour moi, ça, c'est des données tropicales. Alors, il y en a qui disent la même chose en France. Non. Moi, je demande à vérifier. Il y a quand même, on est dans le sud-est de la France. On a des gros problèmes de sécheresse et ça va aller de pire en pire. Donc là, moi, je communiquerai précisément le pourcentage au bout d'1 an d'expérimentation dans la Drôme. Ok, là, de août jusqu'à maintenant, effectivement, je peux confirmer, il y a même que 15% à 10% d'évaporation. En fonction du bâtiment géothermique que tu as. Enfin, on est en Bretagne. On est en Bretagne, il y a souvent de la pluie. Eh bien, on attend dans un climat un peu plus humide à moins d'évaporation, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment en fonction du climat. Tu fais ça en Afrique, dans le Sahel, il va falloir déployer des systèmes enterrés pour éviter l'évaporation. Bon, voilà, il y a plein de choses. Il faut connaître en fait l'ensemble des paramètres dans lesquels tu vas implémenter ce système-là. Et la serre, quelle est la nécessité d'une serre? Alors, déjà, éviter les pluies. Les pluies sont réputées pour être acides. Et puis, tes bactéries, celles que tu as dans le sol, elles fonctionnent au minimum à 13 degrés, 13-14 degrés, c'est la température optimale pour que tes bactéries fonctionnent et fassent leur travail dans l'aquaponie. Ok? Donc, moi, je calibre en gros le bâtiment en fonction de mes bébés bactéries, quoi. Qu'est-ce qu'elles ont besoin pour vivre? Donc, si tu as observé en hiver, il n'y a pas de feuilles aux arbres. À quoi c'est lié ça? Et parce que toutes les bactéries, tout le système vivant descend dans le sol, et parce que le sol se refroidit, passe en dessous de 13 degrés, ça vient mettre en latence le travail de la photosynthèse, le travail de l'exudation, ça vient mettre en latence tout cet équilibre. C'est ça le truc des saisons par rapport aux saisons tropicales, où tu es toujours à 15-20 degrés. Donc là, la nature travaille tout le temps. Donc, tes bactéries, pour travailler, pour faire un arbre, pour faire une tomate, pour faire une salade, elles ont besoin de conditions optimales, 13 degrés au minimum. Ça tombe bien, normalement, le sol est à 13 degrés. C'est pour ça qu'on creuse jusqu'à 60 cm dans tout ce qui est bâtiment pour pouvoir mettre hors gel. Voilà pourquoi est-ce que j'enterre les serres quand je le peux, ou je les semi-enterre, ou je crée de la géothermie avec de la terre autour. Parce qu'il faut maintenir de manière économique, hein, tu ne vas pas chauffer, tu vas chauffer avec le soleil, tu vas créer de la géothermie aussi avec la géothermie du sol. Et donc, tu vas mettre les conditions optimales pour que ce système fonctionne toute l'année. Si tu mets une serre tonneau, tu vas avoir moins de rendement en hiver. Parce que tu vas avoir des températures inférieures à 13 degrés, donc un ralentissement du processus de transformation de la défécation des poissons en nitrate, et donc un ralentissement de la croissance des plantes. Tu comprends? Et les poissons, on les mange ou pas? Les gens, comment vous faites avec les poissons après? Parce qu'il y a un moment où ils meurent. Alors, oui. Alors, moi, je ne mange pas mes poissons. Moi, je travaille avec eux. Bon, et ça, c'est ma vision. Mais pour les gens qui mangent des poissons, eh bien, ils sont libres de faire de la pisciculture, c'est-à-dire dans ces cas-là, il faudra séparer les alevins des adultes, sinon les alevins vont être la nourriture, vu que les populations s'auto-régulent dans un espace. Moi, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est comme dans les rivières, ils n'ont pas besoin de nous, les poissons, normalement pour réguler. Enfin, cette histoire de régulation, depuis quand l'homme maîtrise tout et régule tout, quoi? Makes no sense. Anyway. Donc, dans les bassins de pisciculture, c'est soit tu fais de la culture pour avoir aussi une production piscicole. Et moi, je ne m'y oppose pas, même si moi, je ne fais pas de production. C'est pour ça que dans mes formations, je dis, faudra appeler un pisciculteur pour défoncer un poisson, voilà, moi, c'est pas ma tasse de thé, je peux pas, ça. J'arrive même pas à écraser un insecte. Donc, oui, bien sûr. Donc, voilà. Donc, moi, je les mange pas, mais je vais pas empêcher les gens qui sont encore dans leur chemin et qui mangent encore des poissons de produire. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé. En tout cas, quand on fait de l'aquaponie, c'est pas forcément de l'exploitation des animaux. Exactement. Il y a des manières de faire. Mais vu que je suis pas, tu vois, en train de créer des contres et des machins, il y a
Il en faut pour tout le monde. Et donc, il y en a qui vont exploiter, oui, les bassins, et notamment l'aquaponie classique, traditionnelle, surcharge les bassins. Et ça, c'est pas ma tasse de thé. Oui. Est-ce que je reviens, bonjour Minou, je reviens encore à ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce- comment est-ce que c'est adaptable pour une personne isolée chez elle? Alors, Qu'est-ce qu'on peut adapter dans ce cas-là? dans ces cas-là, il faut une bonne géothermie. Donc, moi, ma serre, par exemple, tu vas récupérer des pneus. Tu vas récupérer de la terre de chantier. Moi, j'ai fait toute ma serre en Earthship. Vous connaissez le Earthship? Oui, c'est tout gratuit, quoi. Avec ce que la terre te donne. Le Earthship, c'est le fait de construire des choses en bâtiment en utilisant. Mimine, enough. Thank you. Elle parle anglais, ton chat, c'est extraordinaire. En gros, j'ai récupéré des pneus, c'est faire des constructions en pneus. Donc, il y a 360 pneus et qui sont remplis de terre. Et par-dessus, j'ai mis un grillage de poule et après, j'ai fait à la projeteuse, j'ai fait un terre-paille. Ça, c'est pour faire quoi? Pour faire la serre géothermique. Pour faire la serre. Ah oui, ouais. S'il n'y a pas de serre, on ne peut rien faire. En aquaponie, ça va être compliqué. À moins de vivre dans les pays tropicaux. Là, il faut de la place. Et voilà. Bah, en fait, pour une famille de 3-4 personnes, tu peux faire un petit système qui fait à peu près 2-3 mètres carrés, 4 mètres carrés. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible, bien sûr que oui. Là, c'était vraiment des petits systèmes faciles à mettre en place. Dans les pays tropicaux, il faudra juste avoir un toit clair, par exemple en polycarbonate, pour pas que la pluie tombe dans le système. Des tout petits systèmes, c'est vraiment faisable. Sur des plus grandes... Excusez-moi, je suis désolée. Pardon. On va peut-être libérer Minou. Et puis, la fin. De toute façon, non, non, tout va bien. C'est toujours comme ça. Est-ce que tout ce dont tu parles, ça sera dans tes formations de toute façon, mais est-ce que tu as des vidéos là-dessus, je crois, non? Alors, il y a déjà des petites vidéos sur YouTube pour expliquer les choses, mais ça reste relativement très, très court. Et en fait, dans les formations, l'idée, c'est de faire voir les schémas, de faire voir comment est-ce que tu peux construire à petite échelle, donc à chaque individu qui peut développer son petit système, et surtout dans les villes. Et après, il y a tout ce qui est lorsque tu es agriculteur et que tu as plusieurs hectares à régénérer. Donc, il y a vraiment différentes stratégies à déployer. Mais rappelle-toi que le lien est obligatoire. Parce que si tu es tout seul dans ton coin, c'est quand même sympa d'être en lien avec son voisin. Sinon, tous les jours, tu es marié à ton système. Oui, c'est ça. Tu t'en vas en week-end? Non, 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 non. Les poissons, ils vont manger comment? Donc, pareil, pour nourrir tes poissons, essaye de faire de l'élevage d'insectes. Donc ici, on fait de l'élevage de grillons, de l'élevage de vers de soie, pardon, de farine, j'aimerais bien vers de soie, mais c'était dans la région de vers de farine. Voilà, nous, on expérimente tout ça, mais des insectes endogènes, c'est-à-dire qui sont en rapport avec ton écosystème. Ce qui fait que tu es en boucle. Donc, tu fais de l'élevage d'insectes, tu nourris tes poissons nourrissent tes plantes, tes micro-organismes, soit tu les laisses en place, mais s'il y a un petit lopin de terre, eh ben, tu vas servir les micro-organismes pour ensemencer le lopin de terre, et tu récoltes. Et la récolte nourrit les insectes. Oui. Et la récolte, nourrir les insectes. La récolte, le compost, parce que je fais aussi du lombricompostage. Là, j'élève des vers de terre. Oh, mais c'est compliqué. Et pour les. C'est compliqué, mais ça s'apprend, c'est très simple. Mais c'est recréer un écosystème dans un petit espace fermé, comme si on était sur Mars. C'est ça. C'est évident que c'est compliqué, mais c'est faisable. Et donc, quelqu'un qui pourrait disposer de 3, 4, 5 mètres carrés pour faire une serre, il n'a pas besoin d'autre chose. Une fois que la serre est faite, ça ne va pas déborder au-delà de ces quelques mètres carrés où il y a, en plus où la serre, c'est simplement une partie de l'espace nécessaire. Non, non, la serre, tu mets tout dedans. La serre, tu vas faire tes semis dedans, tu as ton système d'aquaponie. Les poissons sont aussi dedans. Ah oui, bien sûr. Pour les poissons. Alors, pour des petits espaces, tu ne fais pas les mêmes trucs que je fais là avec les tuyaux. Bien sûr, c'est impressionnant. Tu vas favoriser la culture en médias qui est plus petite, mais par contre qui nécessite plus de maintenance. Donc, oui, tu sais, les bacs avec les billes d'argile, ça crée des conditions, ce qu'on appelle anaérobiques, et ça va des fois développer les mauvaises bactéries. Donc, il y a plus de maintenance à faire. Oui. Là, moi, je fais du système ce qu'on appelle en deep water culture. C'est-à-dire que je mime en hydrologie une rivière. Dans mes tuyaux sont pleins. D'habitude, les tuyaux, ils ont que 1 cm. Moi, je travaille comme une rivière. Il y a une pompe à 14 000 litres par heure qui envoie la sauce dans les systèmes, comme dans une rivière. Bon, enfin, ça ne va pas concerner tout le monde. Non. Et avec un petit système comme ça, de quelques mètres carrés,
à ton avis, on peut nourrir une famille? Oui. Après, une famille de… Bah oui, ça dépend après. Alors, attends. Oui, pas de 25 personnes, la famille, mais… Ouais, et puis, ça dépend des régimes alimentaires. Parce qu'il y a des gens qui mangent encore des œufs, il y a des gens qui mangent encore du poisson, de la viande. Donc, il faut faire avec tout le monde. Donc, ça va nourrir une famille sur le point de vue végétal déjà. Donc, des plantes aromatiques, des légumes feuillus. Tu peux faire du légume racine. Là, j'ai fait de la courge, de la tomate, persil, basilic, salade. Là, je vais tenter les poireaux. J'avais jamais fait de poireaux et en Asie, faire des poireaux, genre, j'avais peut-être pas envie d'en manger. Donc, en fait, tu peux voilà, produire une production. Si tu manges tes poissons, bah, ça va te produire des poissons. Mais il faut bien veiller au cycle de reproduction. Donc, des alevins, pour devenir une taille adulte, c'est quand même 6 mois, 9 mois. Ça, en fonction du type de poisson que tu fais. Tu peux faire des crevisses. Tu peux faire différents trucs comme ça. Donc, voilà, pour un régime, en tout cas, ça permet d'apporter un petit peu une résilience alimentaire, donc un système résilient tampon où déjà, tu vas pouvoir nourrir… tu vas pouvoir manger des légumes frais, sans intrants et économiser de l'eau. Et même des fruits. Même des fruits. Ah bah oui, tu peux faire de la fraise. Moi, je faisais de la papaye au Vietnam. Donc, La je faisais papaye, partir tous les grands papayes. arbres. Oui, je faisais démarrer les arbres et quand ils faisaient 70 cm de hauteur, je les retransplantais dans le sol. Et bah, ce que j'observais par rapport à un papayer qui a suivi le chemin classique sol, 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 par rapport à celui qui a connu l'aquaponie puis après sol, eh bien, il était beaucoup plus robuste et il poussait 2 fois plus vite. Et quelqu'un qui suivrait tes formations, il pourrait arriver à ce résultat au bout de combien de temps? Le résultat, c'est-à-dire l'ensemble. C'est-à-dire arriver à manger et à nourrir aussi Minou, parce que le chat, il peut avoir envie d'attraper les poissons sinon. Bah là, c'est le but. Mais il faut qu'ils se débrouillent. Par contre, pour ça, moi, je peux pas tuer les poissons. En gros, alors avec la période de construction, si tout petit, allez, en 3 mois, même pas, incluant la construction de la serre, si tu es vraiment motivé et que tu as organisé avec des voisins, et en fonction de la taille de la serre, imaginons une serre de 10 mètres carrés, donc pas besoin de déposer une déclaration, enfin un permis de construire. 10 mètres carrés de serre, 4 mètres carrés de culture, en low-tech, donc avec de la récupération. Donc ça prend du temps à récupérer en low-tech, hein, ou alors si tu as les moyens, tu achètes direct. En 3 mois, tu es résilient. Dès que le système en fait est construit et est en marche, tu as une première rendement au bout de 5 semaines. Donc, tu vois, la zone d'insécurité alimentaire par rapport à un service écosystémique dans la terre et par rapport à l'eau est beaucoup plus résilient. Nous là, face à la problématique, on a des années à venir en danger. Et si tu instaures ces ceintures alimentaires basées sur l'aquaponie régénérative, une fois que c'est construit, tu as 5 semaines de résilience, de risque. En tout cas, c'est le plus rapide qu'on peut espérer. Dans une période où les gens s'y prennent au dernier moment, ils se disent ah, c'est la catastrophe, je n'avais pas prévu, je ne me suis pas formé, etc. Ils peuvent quand même s'en sortir au bout de quelques semaines. Et tu as même aussi des systèmes, et je vais oser en parler chez vous ici pour la première fois, en exclusivité pour le coup. Je suis en train de faire des expérimentations sur ce que j'appelle la relocalisation du cycle du phosphore. Donc, il faut savoir que le phosphore, il n'y a que 5 gisements dans le monde, Maroc, Russie, Tunisie, et j'ai oublié les autres pays. Et donc, on est en train de ruiner le monde pour aller extraire le phosphore, l'amener ici, l'acheminer à coups d'avion, de cargo, l'incinérer pour pouvoir en faire des petits engrais qu'on dépose là sous forme de billes dans les champs. Ok, ça fait partie des engrais. Le phosphore, il est limité dans le monde. Plein d'études scientifiques nous alertent en ce moment sur, attention, les mines de phosphore, c'est une bombe à retardement et sans phosphore, il n'y a rien qui pousse. D'accord. D'accord. La plante, elle a besoin NPK, nitrate, phosphore, potassium. Et le phosphore, c'est un danger. Donc là, si tu veux, face à cette problématique dans le monde où le phosphore est extrait dans des mines, et je vous renvoie à faire des recherches et tous ceux qui vont nous regarder à s'instruire les gisements de phosphore, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire économiquement et quel est le problème. Eh bien, je travaille sur la récolte des urines. Parce que l'urine, comme je dis, notre pipi est magique. Notre pipi contient énormément de phosphore. Donc, je suis en train de travailler en cycle d'eau fermée, une sorte de phytoépuration comestible, où non seulement je fais pousser des plantes à partir de mes urines. Donc, c'est un procédé expérimental que j'ai commencé aussi depuis août dernier, et sur lequel je ne raisonne pas pour l'instant, parce que les gens ne sont pas prêts à comprendre. Ils peuvent manger de la défécation de poisson, ça, il n'y a pas de problème, mais manger de leur pipi, il y a comme une barrière. Non, mais c'est ouf. L'aquaponie, ça n'est rien. J'ai vu une vidéo il y a peu de temps où ces 2 personnes qui ont récolté leur pipi et
ils ont fait une expérience en double aveugle. D'un côté, ils ont arrosé avec de l'eau normale et de l'autre côté, ils ont arrosé avec de l'eau mélangée avec de l'urine, où tu vois la différence. Hein. Les légumes, ils sont beaucoup plus hauts et ça a poussé beaucoup plus vite. Hein. Dans nos urines sont abiotiques, c'est-à-dire qu'elles sont connues pour ne pas carry, comment est-ce qu'on dit en français? Pour ne pas transporter trop de bactéries. La défécation, c'est autre chose, hein. C'est un max de bactéries, mais l'urine, non. Par contre, c'est une solution magique, très phosphorescente, très nitratée, avec beaucoup d'ammoniac, et plus toutes les traces, la vitamine C, le zinc, on a tous les nutriments. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui fertilisent les sols avec de l'urine. Ça, c'est vieux comme le monde. Sauf que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de... J'appelle ça... je ne sais pas comment appeler ça, mais j'appelle ça la relocalisation du cycle de phosphore. C'est-à-dire que dans 2 bacs, je prends 2 bacs en low-tech. Je vais prendre un bac d'une cuve IVC, je vais installer une pompe, et je vais prendre un autre bac où je vais faire cultiver mes plantes. Et je vais mettre mes urines. Et je vais respecter les conditions aérobiques pour cultiver des bactéries qui vont transformer mes urines en solution nitratée. Et ce que j'observe en ce moment, c'est supérieur à l'aquaponie. Bah, dis donc. Et en cas d'effondrement, tout le monde va pouvoir le faire. Ah, parce oui. que l'aquaponie, elle a des limites. C'est génial, hein? Mais ça, c'est quand on a le temps. Il faut aller trouver les poissons, il faut maintenir les paramètres de la pisciculture. Il y a beaucoup de choses à gérer en aquaponie qui fait que ça va être résilient jusqu'à un certain point. Donc moi, je suis déjà en train de préparer, là, depuis le mois d'août, qu'est-ce qui va se passer en cas d'extrême urgence? Une explosion à Beyrouth, plus personne n'a bouffé. Qu'est-ce qui se passe? Tu installes en urgence ces 2 bacs en circuit continu et tu vas relocaliser tes urines et tu vas les potentialiser. Tout va être dans un circuit fermé. Ouais, et ça, pour l'instant, je ne peux pas encore divulguer toutes les données, mais moi, je suis bluffée de voir que dans un circuit d'eau fermé, tu vas mettre tes urines. Alors bien sûr, hein, moi j'ai un rythme alimentaire, je n'ai pas pris de médicaments depuis 7 ans, je suis principalement végétarienne et végane, je fais attention, par exemple je suis carencée en fer, donc ça c'est un peu pénible. Donc là il y a des carences en ce moment dans le protocole expérimental que je fais où il y a des carences en fer, mais je mélange par exemple des urines de femmes enceintes, une de mes collègues. Et là j'observe des choses. Donc il y a vraiment des choses, bon, voilà, c'est un protocole de recherche là que je fais depuis le mois d'août. Et je communiquerai dessus sûrement au bout d'1 an ou avant, si besoin, si jamais. Voilà, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. Oui, on a hâte de voir tes formations. Et, ouais. et est-ce que, je suppose que tous les poissons ne se prêtent pas à ce genre de technique. Il faut trouver des poissons particuliers. Alors, c'est soit tu fais du poisson endogène, donc ici je pourrais faire de la truite, mais alors là, ça veut dire qu'en été… Hein? Ça prend de la place, les truites. C'est des poissons qui ont besoin d'espace quand même. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas densifier, mais il y en a qui densifient, il y en a qui font de la truite arc-en-ciel, c'est une catastrophe. Il y en a qui font… Enfin bref, tu peux faire du bar, de la truite, de la perche. Il y en a petits poissons, non? Tu peux faire de la carpe-coille. Tu peux tout faire. Ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que la truite, à 20 degrés, elle va faire la tronche. Et ici, on a des étés où il fait 55 quand je pose le thermomètre sous le soleil. Bah oui. Où mon eau atteint 31 degrés. Donc moi ici, je fais du tilapia parce que en hiver, il fait froid, mais tant que mon eau descend pas en dessous de 14-15 degrés, c'est pas trop létal pour le poisson tropical. Là, je fais du tropical parce que j'ai une serre géothermique qui maintient le chaud. Et si j'avais de la truite, en été, elle meurt. Elle est déjà au bain-marie. Le bar, il est un peu plus résistant. Tu vois, en fait, en fonction de l'espèce, voilà, il y a beaucoup de paramètres à gérer. En revanche, je fais des études comparatives entre aquaponie et relocalisation du cycle du phosphore. En termes de productivité, par exemple, j'ai beaucoup plus de stabilité microbiologique dans le système de relocalisation du phosphore par rapport à un système d'aquaponie où la microbiologie, il va falloir, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des zones anaérobiques et parfois les défécations de poissons, il faut une bonne filtration de solide. Alors que quand tu fais que d'urine, il n'y a pas ce problème de boue. Les poissons, on ne peut pas leur donner autre chose à manger que des insectes qu'on fait soi-même, qu'on élève soi-même, en attendant d'avoir un élevage d'insectes. Ben en fait, c'est là que, tu vois, quand tu as un effondrement et que tu as une rupture de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, tu ne trouveras pas tes granulés. Les granulés, c'est fait à base de farine, de produits transformés qui viennent des 4 coins du monde. Il faut voir ce qu'il y a dans les granulés de poissons. C'est pour ça que les plantes sont carencées en aquaponie, parce que beaucoup de gens nourrissent les poissons avec des granulés. D'accord. Il n'y a rien. C'est comme pour nous. Tu mets de la bonne food, de la bonne nourriture,
ton caca va être extrêmement riche, va faire de l'engrais compostable par les toilettes sèches et ton microbiote va être bien. Tu prends de la nourriture pourrie, ton microbiote va être malade. Oui. C'est la même chose pour les êtres vivants. Donc, en fait, les gens qui vont faire de l'aquaponie, il faut qu'ils soient bio et végétariens. Ceux qui font de l'aquaponie, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut que les poissons mangent équilibré, sinon ils auront des carences. D'accord. Dans leurs plantes. Donc, il faut des protéines. Il y a des poissons qui sont à base de régime protéiné. Il y en a qui vont manger des épinards, des déchets. En fait, il faut observer. Tout est dans la nature. Toutes les réponses sont dans la nature. Et dans les rivières, ils mangent tous les poissons en fonction du régime élémentaire de chaque espèce. C'est pour ça que j'ai travaillé sur un système un peu plus résilient qui va au-delà de l'aquaponie et qui inclut la valorisation et l'optimisation des urines humaines. Et donc, ça relocalise nécessairement le phosphore. Parce que cette histoire d'urine, c'est une clé incroyable. Moi, je suis... ça fait 7 ans que je fais de l'aquaponie. Hein. C'est beaucoup. Tu l'as pas vu la vidéo où les deux gars, ils utilisent l'urine? Tu l'as pas vu? Si, dans la terre, mais là, on l'utilise dans la terre. Ah oui, dans la terre. Là, je te parle de, j'économise 90% d'eau. Donc, je suis dans le Sahel, dans le désert. Je remplis une fois mon bac. J'ai un panneau solaire qui fait fonctionner ma pompe. Et j'ai un endroit où je fais pousser des plantes pour manger. Et ben, j'ai juste à pisser dans mon bassin pour nourrir mes plantes. En système d'eau fermée. 90% d'économie d'eau. Et je remets mes urines. Donc, tu vois, je ne perds aucun nutriment. Je vais manger les plantes. Je vais reprendre les nutriments, je les remets dans mon pipi, je les redistribue à mes plantes. Le cycle est entièrement fermé. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est de nous amener l'adresse de ton site, de tes vidéos, tout ça, qu'on les mette en dessous cette vidéo-là quand elle va passer sur la Web TV, et qui sort au Canada, enfin dans tous les pays francophones. Donc voilà, on est tous là pour ça, hein, pour faire avancer le schmilblick. Donc merci infiniment Céline Basset, c'est très enthousiasmant et très passionnant tout ça, et je pense que ça va apporter beaucoup aux gens qui nous écoutent. Donc on se reverra, c'est sûr, et puis on attend aussi des nouvelles de tes formations. À très bientôt, merci. À très bientôt, merci. Et moi aussi, je te dis au revoir. J'ai été passionnée par un domaine qui me passionne pas trop d'habitude, donc bravo, tu as réussi. Et merci beaucoup et bonne fin de journée à toi. Merci, salut. Bye bye. Aujourd'hui, on va parler de la maison, de notre maison qu'on a construite en 2011, 2012 et qu'on a terminée en 2013 et dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors en 3 mots, c'est une maison autonome, bioclimatique et naturelle. Ce qu'on a voulu faire quand on s'est installé, c'était de construire une maison que tout le monde pouvait construire et qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'humain et disponible pour tous, avec des matériaux qu'on trouve en abondance, qui coûtent peu cher et qui permettent à chacun de construire sa maison lui-même. Quand on a acheté le terrain, on n'avait pas de budget. On a réussi à emprunter 20 000 € et avec ces 20 000 €, on a acheté le terrain. Ensuite, moi j'étais prof d'anglais à l'époque et ça m'a permis de payer des matériaux au fur et à mesure qu'on construisait la maison. L'ensemble de la construction, si on ajoute à ça l'autonomie en électricité, c'est-à-dire les panneaux solaires, l'éolienne et tout le matériel électronique qui va avec, plus l'autonomie en eau, la pompe, la cuve, les gouttières et la nourriture des volontaires qui sont venus participer au chantier, ça nous a coûté environ 30 000 €. Alors pour la manœuvre, j'ai décidé de fonctionner de la manière que j'avais découverte en Thaïlande lorsque j'ai découvert un peu la permaculture, de choisir d'abord des techniques en fonction de mon éthique. Je voulais travailler la terre et la paille et d'en profiter pour partager ces techniques et cette passion que j'ai pour les matériaux naturels, de la partager avec d'autres gens qui voulaient apprendre en même temps. La synergie était trop bonne pour passer à côté. Et donc j'ai diffusé sur des réseaux de construction naturelle, de permaculture, d'éco-village, etc., notamment la revue Passerelle Éco. On a eu des gens qui étaient vraiment passionnés, qui avaient envie de construire en terre et en paille, et qui sont venus sur des périodes de chantier qui ont duré 2 mois, chaque année, les 2 mois d'été. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie grâce à ce projet. Et nous, on a aussi beaucoup grandi de ces chantiers participatifs. Et puis, on passe beaucoup de temps à échanger, à se distraire, à aller à la rivière quand il fait chaud,
Beaucoup d'autres choses se sont passées autour de ce chantier. Le but, c'était pas de travailler comme des dingues, c'était de prendre son temps, de découvrir la matière, d'être créatif et de vivre une expérience humaine sans précédent pour la plupart d'entre nous. La maison n'est pas connectée au réseau, elle est entièrement autonome en électricité, c'est-à-dire qu'on a un parc de batteries qui est assez faible, hein, 4 batteries de 250 ampères-heure, on a un équivalent 2000 watts de panneaux solaires et 700 watts d'éolien, qui fait un bon compromis puisque quand on n'a pas de soleil pendant 15 jours, les panneaux solaires vont donner peu, l'éolienne elle va tourner, parce qu'en général quand il n'y a pas de soleil, il y a du vent. Et l'éolienne elle a un avantage, c'est qu'elle tourne aussi la nuit. Donc elle est moins performante, beaucoup moins performante que des panneaux solaires, mais elle nous permet de combler un trou important. On a construit l'éolienne avec une association du coin qui s'appelle l'Atelier du Soleil et du Vent et qui permettent à des gens comme ça de construire leur éolienne chez eux. Et c'est des éoliennes qui sont très performantes et qui tournent à très petit vent. Alors là, c'est le local technique où il y a les batteries. Donc ça, c'est des batteries que j'ai récupérées. Donc c'est des petites batteries de 2 volts chacune. Enfin des petites batteries, des grosses batteries. Il y en a 12. Donc là, on est en 24 volts. 24 volts qui sont régulés, donc où il y a les panneaux solaires et l'éolienne qui viennent charger ces batteries. Et c'est régulé avec un petit régulateur solaire. Et ensuite transformé avec le convertisseur qui est là-bas en 220. Donc il y a un tableau 220 là, ici qui n'est pas très propre parce que assez récent puis pas encore tout à fait fini. Et ici un tableau électrique pour le 12 volts avec une résistance de dissipation. Si jamais il y a trop de courant, il faut continuer à dissiper cette énergie puisque sinon ça va affecter les panneaux solaires. L'emplacement du poêle est central. La maison a été conçue avec beaucoup d'inertie à l'intérieur et beaucoup d'isolation à l'extérieur. Ce qui fait que le poêle va chauffer l'air ambiant, mais aussi chauffer les matériaux qui sont un peu partout autour de nous. Le bois vient de la forêt qui est au fond du jardin, donc ça c'est très pratique. Et l'idéal, je dirais, c'est de ne pas avoir besoin de trop chauffer sa maison. C'est pour ça qu'on utilise aussi l'énergie solaire. Quand il fait soleil, on ne chauffe pas. En général, la véranda chauffe la maison, la baie vitrée chauffe la maison, donc on n'a pas besoin d'allumer le poêle. L'inertie de la maison permet aussi de ne pas chauffer la nuit, c'est-à-dire qu'on va chauffer le soir, un dernier feu, monter la température à 21-22 degrés le soir, et puis la nuit, la température va redescendre et le matin, il fera frais. Mais la température ressentie dans une maison en terre est bien différente des autres matériaux en général. C'est-à-dire que même à 16 degrés, on a un ressenti confortable. Et puis on chauffe aussi l'eau sanitaire avec un chauffe-eau à bois que nous avons construit nous-mêmes sur le modèle du Rocket Stove avec l'inspiration d'autres personnes, notamment Permaculture Design qui à l'époque en avait réalisé un. Alors on chauffe le ballon qui est un ancien ballon à gaz dont on a retiré le moyen de combustion à gaz dessous, qu'on a remplacé par une chambre de combustion de Rocket Stove, un peu améliorée, qui nous permet d'avoir une combustion performante, c'est-à-dire propre, mais aussi très chaude, qui va chauffer le volume d'eau à environ 70 degrés, et cette eau-là, elle va rester utilisable jusqu'à qu'elle descende en dessous de 40 degrés. À peu près 2 jours d'autonomie en eau chaude, c'est quand on a allumé le chauffe-eau. Et ensuite, l'idéal, ce serait de coupler à ça un chauffe-eau solaire. On a déjà un chauffe-eau solaire pour les adhérents de l'association qui viennent, mais pas sur notre maison. Quand on va changer de chauffage, puisqu'on va changer de chauffage, on va utiliser la technologie Rocket Stove, et vous allez trouver des vidéos sur notre chaîne qui sont liées à ça. On va mettre un poêle très performant et on va construire de la masse autour. Et donc la chaleur ne va pas servir à rayonner et à chauffer l'air, elle va chauffer la masse thermique qui, elle, va chauffer l'air ambiant. Mais de manière douce et diffuse, et aussi de manière plus agréable encore que le rayonnement direct du poêle. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on aura une combustion beaucoup plus efficace et une manière de chauffer beaucoup plus efficace aussi. Et on espère aussi rajouter un échangeur d'eau pour pouvoir chauffer l'eau grâce au poêle qui chauffe la maison. La maison est complètement autonome en eau aussi. Depuis qu'on s'est installé dans la petite maison, les anciens toits à cochons, on avait installé une cuve de récupération d'eau, on a mis des gouttières partout. Et cette eau-là, elle est filtrée à 10 microns pour l'ensemble des usages de la maison. Et on a un deuxième filtre pour l'eau potable qui se trouve sous l'évier avec ce qu'on appelle la microfiltration. Alors, ici, on a la toiture de la maison.
la gouttière, la descente de gouttière. On peut filtrer déjà en mettant un petit grillage ici pour éviter les feuilles qui tombent des arbres et qui vont salir. On arrive dans un bassin de décantation et quand le bassin se remplit, l'eau dépose ici toutes les microparticules, les souillures organiques qui sont dans l'eau et le trop-plein de ce bassin de décantation va dans notre cuve. Le trop-plein, il faut toujours un trop-plein à tout stockage d'eau. Le trop-plein va dans une mare de biodiversité. Au-dessus, ici, on a fait une cabane isolée. Il ne faut pas que la pompe gèle. Et on a mis ici notre groupe hydrophore. C'est une pompe qui vient pomper l'eau, si possible, au milieu, pas en haut, pas en bas. Et à cet effet, on a mis un poids sur la crépine. La crépine, c'est le petit bout du tuyau qui pompe l'eau. Et ici, un ballon qui flotte en surface. Ce qui fait qu'on a toujours la crépine au milieu du niveau d'eau, ici où l'eau est la plus propre. La pompe qu'on a choisie, nous, c'est ce qu'on appelle un groupe hydrophore. Et c'est une pompe avec un surpresseur. Donc ça permet d'avoir une réserve d'eau sous pression qui permet d'éviter, quand on ouvre le robinet, que ça déclenche la pompe systématiquement. Parce que ça voudrait dire ouvrir, fermer, la pompe s'allume, s'éteint, et ça, c'est très mauvais pour les pompes. J'aurais un petit conseil dans ce domaine-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Orzag qui a conçu un site internet qui s'appelle Autarcie, Autarcie EAU, et vous allez trouver sur ce site toutes les informations qui m'ont beaucoup inspiré dans tous les domaines d'utilisation de l'eau qu'on fait ici. Ensuite, cette eau, elle est pompée et elle est envoyée vers la maison. Un premier filtre de 10 microns ici. Alors on pourrait faire deux filtres, un 20 microns et un 10 microns pour que le 10 microns se salisse moins vite, etc. Ça va pour tous les usages de la maison. La douche, la machine à laver, tout ce qui n'est pas l'eau potable. Et pour l'eau potable, on a un deuxième filtre sous évier qui est à 0,45 microns et qui est en céramique et charbon actif. Donc c'est une filtration bactérienne, c'est une filtration pour les métaux lourds, pour plein de choses, ce qui vous fait une eau d'excellente qualité et qui va uniquement pour faire notre eau potable. Voilà, alors une fois qu'on a consommé cette eau qu'on a récupérée du ciel et filtrée pour avoir une très bonne eau à la maison, ça ressort du point bas de la maison, c'est-à-dire de la douche ou de la baignoire, pour aller dans notre phytoépuration avec des bacs horizontaux, ce qu'on appelle une filtration horizontale, ce qui fait que chacun déborde dans l'autre. Et ici, on a des billes d'argile ou de la pouzzolane pour que nos plantes puissent pousser. En effet, la pouzzolane, elle a plein d'infractuosités, plein de petits trous dedans, une énorme surface de contact où il peut y avoir de l'oxygène qui se stocke. Et comme on a ici des bactéries aérobies, c'est bien les bactéries aérobies qui vont faire le travail, eh bien, on a intérêt à mettre des matériaux poreux. Donc la pouzzolane fait cet effet et elle peut abriter énormément de bactéries. Les racines des plantes poussent dans ce milieu et les bactéries qui sont en symbiose avec les racines des plantes leur préparent, leur digèrent les bactéries et les rendent assimilables par les plantes. La matière ainsi produite peut être récoltée plusieurs fois dans la saison pour être mise au potager. Et une fois que c'est passé à travers nos différents bacs, en général, sans les toilettes à eau, on est à 2 mètres carrés. Avec des toilettes à eau, on est à 5 mètres carrés par équivalent habitant. Le trop-plein vient se jeter dans la mare de biodiversité où on a nos petits canards qui viennent se baigner entre le mangeage des limaces et des escargots. Dans une phytoépuration, ce n'est pas tellement les plantes qui vont filtrer l'eau. Bien sûr, elles vont pomper de l'eau, mais c'est les bactéries qui vont transformer la matière organique en substances assimilables par les plantes. Et donc, c'est plutôt les bactéries qu'on essaye de faire vivre dans une phytoépuration. Et elles vont plutôt apprécier une eau de pluie chargée en éléments organiques qui vont venir de par votre vaisselle, votre évier, etc. Ce qui allait très bien avec notre mode de vie, c'était l'utilisation des toilettes sèches. Les épurations classiques ne traitent pas bien les phosphates et les nitrates et que nous, on n'a pas envie de participer à cette pollution de l'écosystème. Donc, on avait déjà dans l'idée de faire une phytoépuration et pour réduire l'impact ou l'étendue de cette phytoépuration, mais en plus récupérer une matière fécale, mais de qualité excellente puisqu'on mange des bonnes choses ici, on l'a fait composter avec de la sûre qui vient de la scierie du coin et on stocke ça juste pendant 2 ans avant de mettre ça au pied de nos arbres. Ensuite, nos arbres, comme on les taille, c'est des arbres fruitiers qu'on taille,
ce broyat, on va le mettre dans notre potager. Et la boucle de la fertilité se fait bien. On a un terrain avec des plantes qui poussent plus vite. Donc on a les toilettes sèches à la maison, un petit toilette sèche à la maison, et on en a 3 dehors. Alors on en a 2 qui se font dans des seaux ou dans des poubelles noires, et on en a un aussi dans les bois, pour les campeurs, qui lui se vide directement dans le sol. On fait un trou, on garde l'argile pour construire, pour faire des enduits, parce que c'est un très très bonne argile qu'il y a dans les bois, et on remplace ça par de la matière organique de très bonne qualité pour la forêt. Donc c'est un deal qu'on a fait avec la forêt et qui se passe très bien, puisqu'on a juste à construire des toilettes sèches légers, faciles à déplacer, et à creuser les trous à chaque fois qu'ils sont pleins. La maison, elle est bioclimatique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est très bien isolée. Les bottes de paille font une excellente isolation. À l'intérieur, on a beaucoup de masse thermique, ce qui fait que si la chaleur rentre et qu'elle arrive par le poêle ou le soleil, la masse thermique va agir comme une pile à chaleur. Elle va stocker de la chaleur et la redistribuer dans le temps, soit sur les prochaines 12 heures, soit les prochaines 24 heures, soit d'une saison à l'autre. Elle stocke aussi la fraîcheur de l'hiver pour l'été. Ce qui fait qu'une fois qu'on a chauffé l'espace, comme c'est bien isolé, ça reste dans la masse thermique. Et en plus, on a optimisé l'énergie la plus gratuite et la plus abondante qu'on connaisse, c'est-à-dire le soleil, avec 60% de surface vitrée au sud, comme on peut faire sous nos latitudes, et une véranda qui fonctionne aussi très très bien comme accumulateur de chaleur. Il nous suffit d'ouvrir la porte qui donne sur la maison et on chauffe notre maison dès qu'il y a le moins de rayons de soleil. Un petit détail intéressant, c'est que si votre véranda a une ouverture au nord, vous n'aurez pas le problème de surplus de chaleur en été. C'est-à-dire que vous aurez une circulation d'air qui viendra vous apporter de l'air froid du nord. Et nous, on a mis des petites ouvertures automatiques avec des vérins à huile qu'on achète pour les serres qui coûtent assez peu cher et qui s'ouvrent, laissant la chaleur sortir par le haut et l'air froid rentrer par le nord. Ce qui fait qu'en été, on n'ombre même pas notre véranda, il ne fait pas plus chaud que dehors. Une maison naturelle devrait respirer suffisamment. Aujourd'hui, la RT 2012, elle impose à chacun de faire des maisons étanches. Donc dans ce cas-là, il faut trouver un moyen de renouveler l'air. Parce qu'en effet, le dioxyde de carbone qui s'accumule dans la pièce, ça fait qu'on se sent moins bien en milieu de journée. Et puis il y a les machines qui tournent, le poêle qui consomme de l'oxygène. Donc une maison étanche, c'est pas sain. La VMC devient presque indispensable, puisque vous allez avoir besoin de renouveler l'air de votre maison. Ce qui se fait dans celle-là de manière tout à fait naturelle. La terre et la paille sont des matériaux perspirants. Donc si on fait une étanchéité à l'air avec des matériaux en terre-paille, on n'aura pas besoin de VMC double flux. Peut-être d'un peu de ventilation quand même, parce qu'il faut quand même une vitesse à laquelle l'air doit se renouveler, ça dépend du nombre de personnes dans la pièce, etc. Mais simplement, le réflexe qu'avaient nos anciens, c'est-à-dire tous les matins, on se lève, on ouvre un peu les fenêtres, et puis on renouvelle l'air, et on referme. Et quand on a une maison avec beaucoup d'inertie, vous pouvez ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de problème, puisque l'air ambiant va peut-être refroidir, mais comme vous avez la température qui est stockée dans la masse, à peine vous avez refermé les fenêtres, que la chaleur revient. Elle est là dans la masse, elle n'est pas dans l'air. J'ai découvert la construction en terre-paille en Thaïlande, donc pas du tout dans les mêmes conditions climatiques. Et là-bas, il n'y a pas besoin de faire des maisons, on fait des cabanes et on ne vit pas dedans. On dort dedans et puis c'est tout, le reste du temps on est dehors. Mais je savais que je voulais construire avec des matériaux que je maîtrisais, que sensiblement je palpais et que voilà. C'est des techniques qu'on peut maîtriser très facilement, la terre et la paille. Et en fait, en cherchant, je me suis aperçu qu'on construisait des maisons en paille et en terre par chez nous et que même les premières maisons ont plus de 100 ans et sont encore debout, encore efficaces. Il suffit de les visiter, de se rendre dedans pour se rendre compte comment le bien-être est différent dans une maison en terre-paille, l'acoustique, l'hygrométrie, la gestion de l'humidité, tout m'a convaincu sur l'utilisation de la terre et de la paille sous nos latitudes. Alors bien sûr, il ne faut pas que tout ça prenne la pluie, ça veut dire une bonne toiture, tout simplement, et puis des bons enduits extérieurs. Mais tout le reste à l'intérieur, ça peut être de la terre et de la paille, ça ne pose aucun problème. La terre, on n'a pas été la chercher ailleurs, on n'a pas été creuser des trous inutilement, on a creusé des mares,
et c'est la terre de ces mares qui a servi à construire la maison. Et du coup, on a des mares sur le terrain qui servent aussi à la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, il faut créer des milieux humides, étant donné qu'ils ne se créent plus naturellement. Et donc, on a fait comme ça d'une pierre deux coups, de la mare à la maison. Il y a aussi une technique que beaucoup de gens nous envient quand ils viennent visiter la maison, c'est la technique du béton de terre. C'est ce qui nous a permis de réaliser la dalle de cette maison, donc la dalle primaire, qui est assez grossière et assez maigre. Donc c'est en général très peu de terre, beaucoup de sable. C'est un volume de terre pour 4 à 5 volumes de sable. Et ça, il faut faire des tests, mais c'est très simple. Et ça se coule comme du béton. Très très facile à travailler. Et puis en finition, on a choisi aussi la terre. Il y a certains endroits où les pièces d'eau où on a mis de la chaux, pour éviter justement le développement de champignons, des choses comme ça, en cas de dégâts des eaux, simplement. Et puis dans la salle à manger, dans le salon, on a fait des finitions en terre crue qui sont plus lisses, mieux travaillées. Alors dans le salon, on a choisi quelque chose qui est un peu chronophage, mais dont on est très content, parce qu'on voulait des tomates. Et en fait, les tomates, on s'est aperçu que ce n'était pas dans nos moyens. Et donc on a réalisé des tomates en terre crue. Alors on a fait un moule en bois, bien poncé, bien huilé. Et on a coulé de la terre crue au sol. Avec, bien sûr, dans la recette, un peu plus compliqué, on a mis des ferments, on a mis du crottin de cheval pour avoir de la fibre petite qui agrège tout ça et qui solidifie tout ça. Et donc, on a un sol qui est relativement solide, qui est très joli, on est assez content. Et c'est une petite innovation maison. Si on est pressé par le temps, on n'aura jamais d'idée créative. D'ailleurs, ce qui a fait la plus grosse créativité ici, c'est plutôt la participation des gens de l'extérieur qui disaient « Ah ouais, moi j'aimerais bien essayer de faire ça ». Puis moi je disais bah, « Allez-y, essayez. Si jamais ça ne le fait pas, on tombera puis on recommencera. » Parce que la terre, ça a aussi cet avantage-là, c'est qu'il n'y a pas de prise chimique, c'est une prise au séchage. Ce qui fait que si tu rates, bon, bah, tu casses, tu remets dans un seau, tu remets de l'eau, tu mélanges, et c'est reparti, tu refais ton enduit. On avait cette marge de manœuvre-là et c'est important de la garder. On dit toujours n'habitez pas dans votre maison avant qu'elle soit finie. C'est vrai. Préparez bien le chantier en amont, toutes les étapes. Faites-vous un organigramme de Gantt ou tous les outils qu'on connaît pour bien avoir le chantier préparé et en même temps lâcher prise aussi. Mais de prévoir que pendant le chantier, tous les soirs, vous allez vous poser pendant une demi-heure à réfléchir. C'est ce temps-là, ce temps de déphasage et de recul qui est indispensable tout le temps. Le fait aussi qu'il y ait plein de gens pour échanger, passionnés, convaincus, voilà, tout ça, ce milieu est propice et favorable à la créativité. Alors j'espère que ces petites images et cette histoire-là vous aura touché et que ça vous aura convaincu en tout cas sur l'usage des matériaux naturels, de l'intérêt de construire une maison qui respecte nos 3 éthiques et que c'est abordable pour tous. Et que vous pouvez vous aussi aujourd'hui choisir de passer aux matériaux naturels, de bioclimatiser entre guillemets votre maison et de choisir des stratégies qui sont adaptées à un respect de l'environnement et au respect de l'humain.